suis de retour chez nous, maître. C'est la belle qui a tué la bête. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. Je suis ton dieu. Qui crois-tu être, panda? Le Un menu Dagobert. médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Fais ton grain. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Bonne journée. Je ne suis pas satisfait. Espèce de... Tu vas voir en dur. Oh merde. Il ne fait que jouer un rôle. Lâchez-moi! On aime l'animation et la science-fiction, bienvenue dans Valentoons, le podcast cinéma. Je suis Valentin. Je suis Cartoons. Et nous sommes réunis pour vous parler de Toy Story 5. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à celle de Cartoons. Nous sommes aussi présents sur X, Letterboxd et Instagram, et vous avez tous les liens dans la description. Et puis si vous aimez nous écouter, il faut nous soutenir, donc laissez un pouce en l'air, partagez les épisodes à vos proches et rédigez votre avis dans les commentaires. Dans cet épisode, on va parler avec spoilers de Toy Story 5, réalisé par Andrew Stanton, qui avait réalisé précédemment Le Monde de Dory, Le Monde de Nemo, Wall-E. C'est produit par Disney Pixar, du coup, Toy Story 5, avec un budget estimé à 250 millions de dollars, et c'est avec Barbara Tissier qui prête sa voix à Jessie, Jean-Philippe Puy-Martin sur Woody, et l'indétrônable Richard Darbois, qui est la voix de Buzz l'éclair. Je te propose, Cartoons, qu'on revienne d'abord rapidement sur les autres films Toy Story, parce que on en a beaucoup parlé déjà à travers de nombreuses vidéos, podcasts sur la chaîne. Du coup, si on peut y revenir très rapidement pour replacer ce qu'on pense de chaque film, est-ce que tu veux commencer? J'ai énormément d'affect avec le 2 et le 3 surtout, et pour des raisons très complémentaires et différentes, parce que le 2 c'est un des tout premiers films d'animation, un des tout premiers films tout court que j'ai vu de ma vie, avec le lutin magique de Don Bluth, et ça a été le coup de foudre direct, l'approche de l'univers, surtout l'univers de Buzz et de Zurg, qui m'a énormément séduit. Donc le 2, je l'ai regardé un nombre incalculable de fois quand j'étais petit, c'était toute mon enfance, et c'est un film qui me procure un véritable sentiment de nostalgie, parce qu'à chaque fois que je revois ce film, je me dis, enfin surtout aujourd'hui, à chaque fois que je revois ce film, je me dis, putain, mais j'aimerais bien ne serait-ce qu'une fois revoir ce film ou un autre avec mes yeux d'enfant. Voilà, c'est le film qui incarne le mieux mon ressenti de voir un film d'enfant, quoi. C'est un film doudou, quoi. Par contre, le troisième opus, en termes d'aspirants réalisateurs cinéma et de cinéphilie, c'est avec le troisième que j'ai de l'affect. Donc c'est ce que je disais, le 2 c'est l'enfance et le 3 c'est le côté cinéphile, parce que le 3 c'est un des films qui m'a le plus marqué de ma vie, avec Dragon sorti la même année, qui m'a donné envie de faire du ciné. Il y a mon deuxième méchant préféré de tous les temps, donc juste après la mort rouge de Dragon, donc Lotso évidemment. Je viens de sortir une vidéo sur ma chaîne qui analyse le personnage, je vous invite à aller la voir, ça va s'afficher dans les fiches. Voilà, un film parfait, pour moi c'est le meilleur Pixar, dans le sens où c'est le Pixar le plus personnel de l'équipe de l'âge d'or, hein, donc Liam Creech, John Lasseter et toute l'équipe évidemment. Et voilà, c'était une fin parfaite, parce que je suis pas contre de continuer l'histoire après un troisième opus, hein, on renvoie à un certain film dont on a parlé souvent, mais quand ton troisième opus c'était l'apothéose digne d'un Pirates des Caraïbes 3, voilà, on va dire ça, fallait pas faire de suite. Donc Comme pour Pirates des Caraïbes. Oui, voilà, comme pour Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, il y en a pas. Oui, il y en a pas. À la limite, ouais. Non, Pirates des Caraïbes, c'est une trilogie, quoi. Pirates des Caraïbes, c'est une trilogie, et Toy Story, c'est une trilogie. Maintenant, dans les faits, faut bien parler de ce qui est arrivé. Je parle vite fait du 1. Le 1, j'ai beaucoup d'affect aussi. Je l'ai énormément regardé quand j'étais petit, mais beaucoup moins que le deuxième opus. Mais voilà, je peux pas retirer à ce film que tout vient de lui, en fait. Tout vient de lui et de Luxo JR pour ce qui est de Pixar. Donc voilà, on pourra jamais retirer ça à ce film. Maintenant, faut bien parler de ce qui est arrivé. Toy Story 4. Le pire, c'est que je l'avais un peu apprécié à sa sortie, mais bon, c'est un doigt d'honneur à tout ce qu'a instauré le 2 et le 3. Ça fait régresser Woody au même stade qu'il en était au deuxième opus, de genre regarder les jouer à travers une vitre et ne plus jamais être aimé et drôle de vie. C'est ce qu'il fait à la fin du 4, donc le deuxième film nique ta mère. Le troisième film, ça se terminait sur Andy qui hésite à donner Woody à Bonnie tellement il tient à se jouer, et qui lui dit: est-ce que tu penses que tu peux t'en occuper à ma place? Et Bonnie, elle dit oui. Le quatrième film, Bonnie, elle en a plus rien à foutre, et je m'en carre complètement que vous allez me dire
dire oui mais ce sont des jouets, moi je connais des gosses qui se délaissent vite de leurs jouets, etc. Je m'en fous, dans notre monde les jouets ils sont pas vivants, ce sont des films, ce sont des histoires avec des symboliques, des actes qui racontent quelque chose dans une histoire fictive. Je m'encarre complètement que le comportement de Bonnie il soit crédible dans la réalité. Le 3 il se terminait sur la promesse d'Andy à Bonnie, elle est défaite dans le 4, c'est va te faire foutre. Voilà. Et bon Buzz qui est un abruti sinistre. Dans le 2 et le 3 il y avait quand même le côté délirant avec Buzz Ceinture qui faisait son délire avec Zurg. Il y avait le Buzz un peu menaçant et le Buzz délirant du 3e avec le Buzz espagnol et le Buzz démo sous contrôle de Lotso. Mais en parallèle de ça, on gardait le côté héroïque du Buzz d'Andy, donc le Buzz du premier Toy Story, et il gardait son côté héroïque et son évolution. Dans le 4, c'est juste un abruti qui fait juste le côté délirant de Buzz Ceinture, etc. Mais voilà, il a plus aucune confiance en lui, rien du tout. Il doute de lui-même avec une histoire de voix intérieure qui est complètement ubuesque. L'antagoniste, j'en ai rien à foutre. Alors, la seule chose que je peux sauver du film, c'est qu'effectivement, c'est incroyable visuellement. Le petit court-métrage du début avec la séparation avec la bergère, ça, c'est nickel pour un petit court-métrage. Mais bon, voilà, c'était la ligne rouge à pas franchir. Je te laisse dire ton affect avec la saga. Ouais, alors pour moi, j'ai découvert Toy Story avec le 3 au cinéma en 2010. Du coup, j'avais 12 ans. Je rentre dans la salle, je ne sais absolument pas qui est Woody, qui est Buzz, je ne connais rien, je ne sais pas ce que c'est. Je rentre dans la salle, et évidemment, j'en ressors totalement chamboulé, bouleversé, même si j'ai pas grandi avec le 1 et le 2, parce que c'est là la force de Toy Story 3, une des rares forces qu'il y a dans un blockbuster, surtout sous Disney, puis enfin, dans un grand film d'animation, enfin chez Pixar, quoi. La grande force, c'est de pouvoir parler à tout le monde, qu'ils aient vu les anciens Toy Story, qu'ils ne les aient pas vus, qu'ils soient grands, petits, adolescents, enfin, dans tous les cas, ça parle. Et alors moi, ça m'a parlé énormément, comme à beaucoup de monde, en fait, même si je connaissais pas ces personnages, parce que bah oui, le film réintroduit avec la première scène, avec le rêve d'Andy, enfin l'imagination d'Andy qui marche, tel le train de l'imagination d'ailleurs, puisqu'il y a un train dans cette séquence. Voilà, en fait, ça t'introduit toute cette histoire, c'est jouer tous les personnages principaux, et chaque personnage a une utilité dans le film. C'est un film, comme tu l'as dit, parfait, qui aujourd'hui est dans mon top 3 Pixar, parce que bah, Pixar a fait d'autres films parfaits, donc c'est difficile de les départager. Mais oui, c'est un film parfait. Moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a trouvé un défaut sérieux, valable à Toy Story 3, un vrai gros défaut d'écriture ou visuel. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'en a sorti un valable et sérieux. Parce que voilà, c'est un film parfait. Donc évidemment, bah, j'ai vu les Toy Story 1 et 2 quand ça passait à la télé, du coup après, parce que je me suis dit, ah bah c'est le 3, donc il y en a forcément 2 autres avant. Donc je les ai découverts, et puis oui, j'aime beaucoup le 1. Il est dans le bas de classement des Pixar, mais vu que Pixar, c'était un grand studio avec de grands films, bah forcément, les films un peu mineurs, ça reste quand même des grands films pris dans l'entièreté du cinéma. Et d'ailleurs, bah, Toy Story 1, il faut le respecter parce que c'est quand même le premier film, justement, réalisé en CGI, donc avec des personnages générés par ordinateur. C'est le premier film à être réalisé de cette manière, en entier, du moins, à être entièrement réalisé de cette façon. Donc, il a cette allure de pionnier de l'animation, de cette partie de l'animation. Précurseur, tout simplement. Précurseur, voilà, c'est le mot. Il est pionnier, en fait, dans ce domaine. Donc, il faut à jamais le respecter pour ça. Et sans Toy Story, bah, il y a pas tous les films d'animation que vous voyez aujourd'hui en 3D. Donc, voilà, il faut le respecter pour ça. Et puis même, en dehors de ça, enfin, voilà, c'est un super film. Le scénario, il est en béton. Enfin, voilà, il y a rien à dire. Et le 2, bah, voilà, le 2, pour moi, c'est un crescendo, cette trilogie. J'aime le 1, j'aime beaucoup le 2. Le 3 est parfait, c'est un chef-d'œuvre. Donc, voilà, cette trilogie est merveilleuse. Et, bah, c'est une trilogie, Toy Story. Ça va être le running gag du podcast, là, cette fois. ça va être ça, le running gag, cette fois. Donc, de la même manière que Pirates des Caraïbes, je n'étais pas fermé à l'idée, moi aussi, d'un Toy Story 4, il y avait aucun problème. Mais moi, ma take, c'est que Toy Story 3, ça se termine sur la fin pour les jouets d'Andy. Donc, oui, Andy part, les jouets sont transmis à Bonnie. Il y a un futur très joyeux qui s'offre à eux, avec Bonnie qui grandira, mais qui délaissera ses jouets, mais que dans des années, il y a le temps de venir. Enfin, voilà, c'est un avenir radieux pour les jouets d'Andy, qui ont une fin heureuse, qui ont accepté le départ d'Andy. La caméra qui monte et qui finit sur le ciel, du coup, mais qui fait écho au ciel de la chambre d'Andy, c'est la fin parfaite. En fait, c'est la fin parfaite pour les jouets d'Andy. Mais vu que le film, la saga ne s'appelle pas Woody Story ou Buzz and Woody Story, elle s'appelle Toy Story. C'est la saga des jouets. C'est l'histoire des jouets. Donc, tu pouvais très bien arriver avec un Toy Story 4 qui part sur un autre groupe de jouets. À la rigueur, des caméos, des jouets d'Andy ou de Woody ou Buzz, ou justement Woody qui est parti du groupe et qui arrive dans une autre aventure avec d'autres jouets pour passer un coucou. Mais tu peux même raconter des histoires qui étaient laissées en suspens dans les précédents et les approfondir, genre ce que deviennent les jouets, enfin les mutants comme on les appelle de Sid, ou ce que deviennent Buzz Ceinture et Zurg par exemple. Oui, voilà. Ah bah après les mutants de Sid, je suis pas sûr que ça fasse un film qui attire les gens en salle. Mais bon, oui, l'idée elle est là. Ouais. Après, moi je suis pas trop pour reprendre des éléments et essayer de les approfondir comme ils ont fait au final, du coup, en reprenant la bergère et en lui donnant
sa propre histoire, tout ça, j'aurais pas eu de problème sur le principe, mais du coup, tu n'enrichis pas la saga, tu la restreins à des choses qu'on a déjà connues dans le passé, que t'essayes de développer, mais il y a déjà eu le peu de développement intéressant qu'il y avait à avoir, en fait. Toy Story 4, avec les mêmes personnages, tout ça, pour moi, c'est un gros problème. Tu niques tout ce qui a été fait dans le 3 et tout l'accomplissement du 3 et la fin parfaite du 3. L'existence même d'un Toy Story 4 avec le groupe de jouets d'Andy, ça fait d'office un film qui ne doit pas arriver, qui est un mauvais film, en fait. Mais par contre, l'existence d'un Toy Story 4 avec, voilà, comme on a dit, d'autres personnages, pas de problème. Donc voilà, donc ils se sont mis tout seuls dans la merde. Et en plus de ça, en plus d'être déjà dans la merde et de détruire la fin du 3 par l'existence même, c'est un film de merde, c'est un film nul à chier, qui a une écriture horrible, avec des personnages qui n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on connaît. Ils ont fait une Indestructible 2, en fait. Bah Buzz, ce n'est plus Buzz. On l'a dit avec la voix intérieure. Tu crois que c'est qui? Qui quoi? La voix qui est en toi. Tu crois que c'est qui? Moi? Ou disons ma conscience. Cette part de toi qui te dit quoi faire, qui te dit ce que tu ressens. C'est fascinant. Donc ta voix intérieure te conseille pour tout. Quoi? Dans le 1, il évolue. Dans le 1, il comprend qu'il n'est qu'un jouet et que du coup, il passe à autre chose et il vit les aventures entre-temps. Et puis là, d'un seul coup, Woody lui dit bah tu sais, t'as une voix intérieure. Mais il sait très bien que la voix intérieure, c'est juste une fonctionnalité du fait qu'il est un jouet. On dirait qu'il a pas évolué, qu'il est toujours conscient qu'il n'est pas un jouet. Et du coup, bah, sa voix intérieure, ça en fait quelque chose de véritable. Enfin, c'est vraiment incompréhensible ce développement de personnage. Buzz est devenu un idiot total. Woody, c'est pareil, il a un développement que je comprends pas. La fin du film de Toy Story 4 qui ne me fait pas verser une seule larme. Pourquoi? Parce que quand ils du coup se disent adieu, les jouets, parce que Woody va quitter la bande et les autres vont continuer de leur côté. Bah quand ils se disent adieu et qu'il y a un plan sur tous les jouets en mode ah vous avez vu, vous les aimez ces personnages? Bah oui, je les aime, mais des films d'avant, pas de ce film-là. On les a pas vus le groupe dans ce film-là. Donc moi je m'en fous de ces mecs-là. Tu fais un plan pour me dire oh c'est triste, hein. Bah non, c'est pas triste. C'est en lien avec la façon dont t'as découvert le troisième Toy Story en étant néophyte, parce que si t'avais découvert Toy Story 4 en étant néophyte, t'aurais eu aucun affect pour cette scène finale. C'est exactement là où j'allais venir, justement. T'as bien anticipé là où j'allais. C'est ça. C'est qu'évidemment que si j'avais vu Toy Story 4 comme ça, bah, j'en aurais rien eu à foutre de ces personnages. Et le vers l'infini et l'au-delà à la fin que se disent de Woody et Buzz, bah, je m'en carre le cul. Parce que Woody n'est pas attachant dans ce film et Buzz, c'est un idiot total. Donc, ces adieux, non seulement ils sont mal foutus pour le film en lui-même, et puis c'est une redite des adieux du troisième film. Alors, c'était les adieux des jouets avec Andy. Mais en fait, ce sont à nouveau des adieux, mais cette fois, je pleure pas parce que vous m'avez déjà fait pleurer pour le film d'avant parce qu'il avait une construction parfaite. Ici, bah, non seulement je pleure pas parce que j'ai pleuré pour la même chose avant, et en plus, bah, j'ai aucun attachement pour personne. Donc c'est un film catastrophique, c'est une des pires suites qu'on pouvait donner à une saga. Et arrive Toy Story 5 du coup, sur lequel nous allons débattre et pour lequel nous allons donner notre avis. Est-ce que tu veux commencer sur Toy Story 5 peut-être? Bah non, vas-y, commence toi. Eh ben vas-y, je commence. Alors déjà il faut, j'ai pas rappelé où je suis passé très vite sur Andrew Stanton, qui du coup a réalisé mon film Pixar préféré, à savoir Wall-E, qui abordait des thématiques que essaye d'aborder Toy Story 5, à savoir bah voilà les écrans, la technologie, tout ça. Et Andrew Stanton a aussi réalisé un deuxième de mes films préférés, à savoir John Carter, un film live action. Andrew Stanton, c'est un boss pour moi, en tout cas pour ces deux films-là. Nemo, j'adore, c'est du chef-d'œuvre aussi, il est dans mon top Pixar, mais il a fait le monde de Dory. Et là, ça se gâte un peu. Bref, Andrew Stanton, voilà, c'était surtout pour dire que sa présence à la réalisation de Toy Story 5 était un élément qui pouvait s'avérer aussi bien catastrophique si c'est dans le sens du monde de Dory, ou bénéfique pour la saga si c'est dans le sens des deux autres. Et donc, j'aborde Toy Story 5 en me disant, les bandes annonces me font très peur, et le film me fait très peur parce que j'avais l'impression que ça prenait le sens du 4. Et le film commence, et puis une plage, des Buzz échoués sur une plage, un conteneur, pas de dialogue, une séquence qui joue que sur la mise en scène et sur le non-dit, sur pas de dialogue justement, le show don't tell. Et je me dis putain, ben voilà, ben c'est ça l'essence de Toy Story. Le flashback de Jessie dans le 2, enfin je vais pas toutes les citer, mais toutes les séquences dans la saga qui reposent justement que sur des images et de la musique. Mais putain, c'est ça l'âme de Toy Story. Donc le film est génial en fait. Pendant 5 minutes, parce qu'après, ça se gâte, parce qu'après, le film retombe dans tous les péchés qu'il avait commis dans le 4. C'est une catastrophe, putain. Alors que je rentrais dans la salle très craintif, le film me rassure au début, je me dis, oh là là, ça va être génial. Et c'est la redescente juste après, quoi. Une scène, un moment, et ça redescend immédiatement après, parce qu'il y a un enchaînement de conneries, je vais revenir en détail, bien sûr. Mais pour rester global, ben, le film, en fait, pour moi, il est comme prisonnier du passé de la saga. Tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à
à des éléments des autres films en fait. Ça c'est un gros problème. Comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de reprendre chaque élément qu'on a déjà vu ou qu'on a sous-entendu dans les films d'avant et d'essayer de tirer la corde de tous ces éléments-là. Et ben ça pose un gros problème, c'est-à-dire que la saga ne s'étend pas, elle ne fait que se rabougrir sur elle-même, que de re-raconter, ressasser des choses qu'elle a déjà montrées ou expliquées ou fait pleurer pour. Donc le film n'apporte rien. Par exemple, il y a un truc qui est très significatif quand Woody et Buzz se disputent, t'as les autres jouets qui disent « Oh, ce que c'est bon de les revoir se disputer à nouveau !» Bah non, c'est pas bon. Si ça n'a pas de sens, que c'est mal amené, bah je m'en fous. C'est pas bon de les voir se disputer à nouveau. J'en ai rien à foutre parce que ça n'a pas les mêmes conséquences et les mêmes intérêts que dans le 1. Donc ça c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, je vais y revenir après, mais c'est un exemple du fait que voilà, le film se rabougrit sur sa saga, il est prisonnier du passé de sa saga. Et ce film, voilà, c'est un relan du glorieux passé de la saga Toy Story qui arrive après un épisode catastrophique et il fait figure d'épisodes filler, de courts-métrages rallongés, de bouts de trucs qui auraient pu être intéressants tout seuls mais qui sont mis ensemble pour faire cette espèce de monstre de Frankenstein dégueulasse et catastrophique. Le 4 m'énervait parce qu'il était mal écrit et qui chiait sur le reste de la saga. Bah là, le 5, il m'énerve encore plus parce qu'il fait la même chose, mais il rajoute le désintérêt pour tout ce qui se passe, pour la saga, pour ses personnages, parce qu'en fait, il a rien à proposer. Il a un semblant de choses à proposer sur la technologie ou autre, d'ailleurs, mais pour moi, c'est de la fumisterie totale, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce sur quoi il arrive en posant les trucs sur la table, bah, ce qui est posé sur la table, c'est du vent. Il y a rien qui est posé sur la table. Donc il arrive, je suis Toy Story 5, je veux de l'argent, allez en salle pour me voir, mais j'ai rien à vous proposer. Et ben pour moi, et en plus en faisant les mêmes conneries que dans le 4. Voilà, c'est un bilan horrible et faut que cette saga s'arrête le plus vite possible, ou en tout cas qu'elle arrête avec ses jouets, avec ces personnages-là. Ça suffit de ressasser les mêmes choses, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc voilà, je vais y revenir en détail pour vous expliquer plus précisément ce qui me pose problème. Je te laisse la parole pour que tu nous dises ce que t'en as pensé toi. Eh bien, je ne serai pas le garant de la paix cette fois. Croyez-moi que ça me fait assez mal et que je suis assez triste, sachant que pour moi, Jumpers avait été un petit miracle et un nouvel espoir pour le studio à la lampe. Ben, ça va me permettre du coup de mettre un peu sur la table ma vision à moi de Pixar, parce que j'en ai souvent débattu avec Valentin, mais rarement dans le podcast lui-même. C'est plus Valentin qui a déballé sa vision de l'identité de Pixar. Moi, j'ai jamais vraiment catégorisé des choses à mettre dans un Pixar, parce que pour moi, la force de Pixar, elle était toute simple. Pixar, c'est des personnages atypiques dans notre monde. Voilà. Enfin, dans des mondes, du moins, qui sont similaires aux nôtres. C'est-à-dire, Wall-E, c'est un petit robot atypique dans une Terre qui est certes apocalyptique, mais ça reste la Terre. Toy Story, c'est aussi notre monde, mais on va aller explorer le monde des jouets. Bon, Monstres et compagnie, là, c'est carrément, ils ont créé un univers. Il y a des exceptions, comme Cars aussi, où ils créent des univers. Mais Pixar, c'est ça qui m'a toujours séduit et dans quoi je me retrouve, c'est de créer des personnages atypiques. C'est genre, comme dans Un Avant, rendre attachant un pantalon. C'est ça pour moi l'ADN de Pixar. C'est d'arriver à rendre attachant et de faire de personnages incroyables des trucs qui paraissent impossibles. Genre une lampe qui bouge. Une lampe qui bouge, sur le papier, t'y crois pas une seule seconde. Pixar a séduit avec ça, avec une putain de lampe qui bouge. Et il a fait ça sur tous ses films. Moi jamais j'aurais imaginé, en plus, quand vous voyez mon méchant numéro 1, vous voyez, c'est une force de la nature qui incarne le mal absolu. Jamais j'aurais pensé qu'un nounours pourrait avoir le top 2 de mes méchants préférés. Et c'est ça pour moi l'identité de Pixar, et c'est ça qui a fait que, de par cette formule, à chaque film, même ceux que j'ai détestés du studio, à chaque film, ils arrivaient un minimum à me marquer. Même les films que je déteste du studio, il y a quand même un minimum de scènes que j'ai envie de revoir, quoi. Un minimum de personnages qui m'ont fait me poser des questions. Même, je peux vous jurer que même de temps en temps, la musique de Lightyear, je l'écoute un peu. Pixar avait toujours réussi d'une manière ou d'une autre à me marquer, positivement, négativement. Je trouvais toujours quelque chose d'intéressant dans n'importe lequel de leurs films. Et encore une fois, Jumpers avait été pour moi un petit miracle, parce que c'est un film que j'ai revu pas mal de fois, et que malgré certains désaccords que j'ai avec mon cher collègue, c'est un film qui m'avait redonné espoir sur l'identité du studio. Bah, je peux vous dire que là, Toy Story 5, je suis redescendu, mais avec la même violence que la Tour de la Terreur à Euro Disney, parce que c'est du vide, c'est du néant. Ce que je veux dire peut paraître paradoxal, parce que pour moi, il est moins pire que le 4, mais pourquoi je dis qu'il est moins pire que le 4? Parce que le 4, pour moi, c'était la ligne rouge à pas franchir. Le 4, c'était le truc qu'il fallait pas faire. Maintenant, il est fait. Donc, ça veut dire que le mal est fait. Quoi qu'il en soit, bah, foutu pour foutu, autant y aller, quoi. Donc, c'est juste en ce critère-là que j'estime que ce film est moins pire que le 4, parce qu'il arrive après quelque chose qui aurait jamais dû exister. Et aussi, le point qui, quelque part, me fait dire qu'il est moins pire que le 4, mais c'est pas du tout à mettre au crédit du film, y a rien. Y a rien qui m'a scandalisé, mais y a rien qui m'a emporté, y a rien. Et c'est là où je vous dis que j'ai pris vraiment le coup de massue, et j'en parlais avec Valentin hier par message.
passage, c'est là que j'ai pris un coup de massue parce que c'est la première fois que je ressors d'un Pixar en me disant mais c'est du vide, vous n'avez rien proposé quoi. Vous m'avez proposé une extension bizarre de tout ce qu'a raconté la trilogie. Bon, on n'échappe pas au retcon hein, et il y a toujours des retcons dans cette connerie, mais c'est en prolongation avec ce qu'a commencé à faire le 4. Donc c'est pas un discrédit que je vais mettre à ce film-là parce qu'il est handicapé par le 4 ce film. C'est du vide absolu. Quelques moments j'ai ressenti quelque chose mais c'est juste parce que c'est de la corrélation avec des éléments existants dans les 3 premiers, c'est pas des éléments inédits à ce film-là, mis à part un petit élément vite fait à la fin qui entoure l'armée des Buzz, mais voilà, c'est du vide et là je me prends vraiment une désillusion de la part de Pixar parce que Pixar ponde des films que je puisse détester mais parce qu'au moins il y avait une tentative, une prise de risque, parce que Lightyear j'ai beau le détester mais je peux pas nier que c'est une prise de risque quelque part d'avoir fait cette nouvelle version de Zurg. Et d'ailleurs Zurg, le Zurg du Lightyear, j'étais très hypé par le design. N'importe quel film de Pixar que j'aime ou je déteste, je m'en fous pas. Là je m'en fous. Franchement dans 2 semaines j'aurais oublié ce film et bah ça me fait réaliser que putain mais Pixar arrive à faire des films que maintenant je me fous. Bah je trouve ça très triste et c'est un constat assez inquiétant pour moi et donc du coup voilà, c'est une grosse désillusion ce film qui me fait me dire que bah, Toy Story est véritablement une saga à décéder. Elle est enterrée, il faut plus y toucher, faut la laisser crever par pitié, arrêtez de lui faire du bouche à bouche alors qu'elle dégueule du sang, arrêtez. T'as dit que que Toy Story 5 c'était moins pire que le 4 parce que bon le 4 a déjà fait a déjà passé la ligne rouge, donc le 5 c'était la ligne rouge à pas franchir. Donc le 5 maintenant elle est franchie, donc l'avalanche elle peut se déclencher, tu vois. Ouais, mais là je suis pas d'accord parce que moi je considère pas les choses comme ça. OK, le 4 a tué Toy Story. C'est pas une raison pour venir faire un 5 et violer le cadavre. On pouvait s'arrêter à juste Toy Story est mort. Tu vois, on pouvait juste s'arrêter. Il y avait pas besoin d'un 5e volet pour venir après violer le cadavre. Donc pour moi ça n'excuse pas. Mais pour moi le 5e volet, il viole pas le cadavre, il confirme que c'est mort. C'est tout. Il fait rien d'outrageusement scandaleux comme le 4, il prolonge la liste. Voilà, c'est tout. Bon, bah on va y revenir, mais dans tous les cas, pour moi, c'est pas parce que le 4 était catastrophique que tu peux pas relever la barre après et éventuellement, tu vois, donc en fait, l'existence du 5, la non-gravité du 5, je peux pas la mettre en corrélation avec la gravité du 4, tu vois. Moi, je mets la corrélation parce que c'est ce qu'on dit souvent par rapport à Star Wars, c'est le 9 est pire que le 7, cinématographiquement, il est pire que le 7, mais on est tous les deux là d'accord pour plus ou moins dire que c'est peut-être le 7 qui est le pire de la trilogie parce que c'est lui qui pose les bases de la catastrophe. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais là aussi, pour moi, le 9 est pire que le 7, même si le 7 est le péché originel, oui. Mais c'est pas parce que c'est le péché originel que ça excuse l'autre de faire des conneries aussi, tu vois. Et si les conneries sont pires dans l'autre, il peut être pire que le précédent, même si le précédent est le péché originel. Bref, bon, on n'est pas exactement d'accord, mais on va dans le même sens dans tous les cas. Donc voilà, pour moi, Toy Story 5, il est aussi grave et catastrophique que le 4, voire plus. Mais bon, on va voir la discussion, comment elle évolue. Peut-être qu'à la fin, ce sera plus, mais pour l'instant, pour moi, c'est la même merde, la même continuation. Si ça te va, je propose qu'on parle de Jessie dans un premier temps, puisque le film arrive et nous dit, bon, maintenant, c'est Jessie le personnage principal de la saga, parce que Bonnie n'en a soudainement plus rien à cirer de Fourchette. Elle prononce même plus son nom dans le film, parce que dans le 4, c'était Fourchette. Bizarrement, la fourchette n'existe plus, il y a que Jessie. J'ai pas compris. Taisez-vous les figurants, voilà. C'est avant de fermez vos gueules. Donc tout est sur Jessie parce que le scénariste a décidé que ce serait comme ça, et pas parce que c'est la suite logique de l'histoire précédente, hein. Encore aurait-il fallu que l'histoire précédente ait un sens. Bref, il a décidé que c'était comme ça, donc c'est comme ça vient pas d'une suite logique. Donc déjà, il y a un souci. Et alors, moi je propose d'aller sur le début du film après l'introduction des Buzz, on reviendra sur les Buzz plus tard. Alors sur le début du film avec Jessie, pour moi il y a 3 conneries, donc faut encaisser ces premières minutes du film et ces 3 conneries, et c'est là que je suis descendu à fond moi aussi. C'est déjà, premièrement, on revient sur l'histoire de Jessie, donc le flashback qu'on avait dans Toy Story 2, ce qui est une connerie, parce qu'il y a la volonté d'expliquer et de réexpliquer l'histoire de Jessie, alors qu'on avait compris dans le 2, on avait compris sans une seule ligne de dialogue toute la backstory de Jessie, et ici on nous la remet en nous l'expliquant avec des dialogues. Donc c'est déjà une première connerie, enfin t'avais pas besoin de faire ça, on avait déjà compris la première fois. Deuxième connerie, plus tard dans le film, t'as Jessie qui dit à Woody, tu te souviens là de Emily, mon ancienne propriétaire, quand elle réaborde la question du coup, et je me suis dit mais c'est pas possible, vous vous foutez de ma gueule, elle lui pose vraiment la question là. Bien évidemment qu'il se souvient d'Emily. Le flashback qu'on a eu dans le 2 par lequel on a eu sa backstory, c'est littéralement le moment où elle lui raconte l'histoire, enfin elle lui raconte son histoire, et qu'il est lui aussi ému autant que nous spectateurs, et que du coup ça déclenche toute leur relation à eux deux. C'est comme lui demander, tu te souviens de Pile Poil, ou tu te souviens de Andy, ou tu te souviens de Rex? Bah évidemment qu'il s'en souvient. Autre connerie encore, et troisième connerie, j'en finis par là, c'est le début du film, c'est l'énorme retcon dans ta gueule. Dans le flashback qu'on nous rejoue une deuxième fois avec la subtilité en moins, t'as la maman de Emily qui lui dit, tu ne perdras jamais Jessie
Jessie, t'inquiète pas. Donc elle écrit le nom de Emily et son adresse sur son pantalon. Vous allez me dire, il est où le souci de ça? Alors d'abord, je fais un rappel vite fait sur ce qu'est un retcon, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au point là-dessus, parce que c'est important, il y en a beaucoup aussi ici, donc je fais un petit arrêt là-dessus. Retcon, ça veut dire retroactive continuity ou continuité rétroactive, c'est quand dans un film d'une saga, on te sort un élément important qui n'était pas dans les films d'avant et qu'on te dit, ah mais dans le film que t'as vu la dernière fois, en fait ça s'est passé comme ça, il y avait ci, on te l'avait pas dit. Donc c'est quand on modifie la continuité d'un film a posteriori. Et c'est bien à différencier, bien sûr, d'un simple élément nouveau qu'on rajoute dans une suite. C'est pas un retcon d'ajouter un élément dont on n'a jamais parlé avant, par exemple. On te rajoute un nouvel élément, on n'en a jamais parlé, c'est pas un retcon. Mais c'est un retcon d'ajouter un nouvel élément qui modifie les anciens films, qui change le sens des films d'avant. Donc là, en fait, nous sortir 3 films plus tard, qu'en fait Jessie, elle avait l'adresse d'Emily marquée sur son pantalon, bah ça pose des problèmes de continuité et ça fout la merde dans tous les films précédents. Si elle avait l'adresse dans le pantalon... Comme par hasard. Si elle avait l'adresse dans le pantalon, pourquoi quand Jessie elle est abandonnée volontairement par Emily, bah elle est jamais retournée la voir, Emily? Pourquoi elle est jamais retrouvée la voir? Parce que tout le principe de Toy Story 2, c'est qu'elle a pas accepté de passer à autre chose après Emily. Donc dans ce cas-là, quand tu t'accroches, quand tu t'as pas accepté la chose, bah t'y retournes. Et si elle avait l'adresse sur le pantalon, pourquoi elle y est jamais retournée? Autre souci que ça pose, genre Andy, il a jamais vu le nom d'Emily dans le vêtement? Quand Jessie elle est apparue comme par magie parmi ses jouets dans le 2, il a jamais vu le prénom d'Emily et il a jamais conclu que c'était le jouet de quelqu'un d'autre et qu'il fallait le rendre. Et Bonnie non plus d'ailleurs. Elle a rajouté son nom sur tous les jouets d'Andy, mais elle a jamais remarqué le nom d'Emily. Donc vous voyez le problème du retcon, c'est ça, c'est que ça te bousille une saga, ça fout la merde dans le film que t'es en train de faire et ça fout la merde dans les autres films que t'as déjà vus pour justifier ce que tu veux faire ici. Le retcon, c'est le cancer des sagas au cinéma, c'est la pire manière d'écrire un film. J'ai rien à rajouter sur ce point-là. Enfin, après, Jessie en tant que telle, moi c'est mon personnage préféré des protagonistes, parce que mon personnage préféré de la saga c'est Lotso. J'ai trouvé qu'elle arrivait plus ou moins à tenir le film et à crever l'écran. Moi ça me dérange pas qu'on switch un peu de protagoniste. D'ailleurs, c'est ce qu'un peu a toujours fait cette saga. Bon, dans toute la saga, on était centré sur Woody, mais à chaque fois, le protagoniste, il change. Dans le 1, c'est Woody et Buzz. Dans le 2, c'est Woody et Jessie. Dans le 3, c'est Woody et Lotso. Dans le 4, c'est Woody et Forky et Bergère, si on veut. Donc, sur le papier, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, en revanche, c'est quand tu t'attardes sur le personnage pour juste lui faire radoter ce qu'elle a déjà résumé en 3 minutes sans dialogue dans le deuxième film et qu'on va l'étirer sur un film en mode ah mais je connais cette chambre, j'ai vécu, je me souviens des éléments, nanana. Ah mais je te dis que j'ai vécu là-bas, tu veux vraiment que je te dise que j'ai vécu là-bas? Sur la poutre, il y a un dessin en forme de neneuil. Je vais retourner sur la chambre, enfin sur l'arbre avec la balançoire et je vais revoir les plans avec la résolution actuelle. Et à la fin, je vais dire à Woody, j'ai enfin compris que l'importance d'un jouet, c'est pas de rester avec lui pour toujours, c'est d'avoir été avec lui à ce moment-là. Meuf, t'es pas censé avoir digéré ça depuis Toy Story 2 et 3. Bah bien sûr. Voilà, donc en soi ça me dérange pas. C'est la partie que j'ai le mieux aimé de son développement, c'est l'espèce de... Enfin, développement. C'est la gamine du ranch qu'on met en place. Elle a une dynamique un peu prenante avec ce personnage, ça lui rappelle Emily. Et la scène qui se voudrait un tantinet touchante avec elle, c'est la scène où elle voit sur l'arbre ici était Jessie. Mais alors là, faudra m'expliquer, j'ai rien compris à cette scène. Elle était morte, la gamine enfin, la fille de Emily, du coup. Bah, moi, c'est pas ce que j'ai compris, mais ça pose problème quand même. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant, par exemple, que Jessie, elle retrouve Emily, tu vois, qui a grandi, ou alors sa fille, enfin, je sais pas, mais qu'elle les retrouve vraiment pour, en fait, enfin passer à autre chose, parce que visiblement, on commence là, comme tu l'as dit, elle ressasse des éléments des anciens films. On pensait que c'était réglé, enfin, dès le 2, elle est passée à autre chose après Emily. Mais là, visiblement, elle est pas passée à autre chose, donc pour qu'enfin elle passe à autre chose, je me serais dit, bon, autant voir Emily directement, et puis on parle plus de cette histoire, quoi. Au lieu de voir une vieille boîte à souvenirs planquée devant l'arbre. Et en fait, moi, je veux bien qu'on soit attaché à des jouets, tout ça, enfin, je comprends tout à fait, moi aussi, j'étais attaché à plein de jouets. Mais alors, de là à appeler sa fille comme le jouet et laisser une boîte à souvenirs là où elle jouait avec, c'est un peu trop. Mais là, à ce moment-là, je vois le truc, je me demande pas si la fille, elle est morte ou quoi. Je me dis, mais elle retrouve Jessie par hasard sous le lit dans Toy Story 2, elle la fout dans le premier carton de dons de jouets qu'elle a trouvé, elle l'abandonne volontairement, et après, vous voulez me faire croire qu'elle a appelé sa fille comme le jouet qu'elle a volontairement abandonné? Mais vous êtes des fous! À quel moment elle l'aurait appelé comme ça? Elle a abandonné Jessie, elle l'a laissé sur un coin de la route, elle s'est barrée? Je comprends pas. Vraiment, j'ai pas compris ce délire. Y a rien qui va! Il y a juste un élément que j'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est un rappel, mais pour le coup, là, ça va bien avec le personnage, parce qu'elle fait connaissance avec un papier chiotte électronique, génial, c'est vraiment génial la créativité. Et du coup, après, elle va ouvrir un tiroir, parce qu'il lui dit, j'ai 2 autres de mes potes qu'il faut sortir, parce que recharge, etc. Et Jessie, elle dit qu'elle a pas envie de le faire, et là, t'as le rouleau papier chiotte qui lui fait, s'il te plaît, tu sais pas ce que c'est que de vivre enfermé dans le noir. Et là, du coup, Jessie, elle a un éclair d'empathie pour les personnages, parce que ça renvoie
à la peur qu'elle avait dans le 2 d'être enfermée dans le noir. Mais bon, ça, si c'est pour juste faire ça, c'est bien amené encore une fois, mais c'est très petit. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un bon film qui traite de la peur de Jessie et de sa claustrophobie, vous regardez Toy Story Angoisse au motel. Là, c'est vraiment exploité et on explore la phobie de Jessie. Tu vois, dans ton vocabulaire, ça veut tout dire. Tu dis rappeler, renvoyer, parce que ce film ne fait que ça. Là où c'était bien fait pour moi, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours la nuance que je mets, c'est que c'est un rappel, mais c'est l'ADN du personnage. Elle est caractérisée comme ça, Jessie, qu'elle est claustrophobique, qu'elle a peur du noir. Donc, si tu joues avec ce rappel pour que ça aille avec comment le personnage réagirait en temps normal, c'est pas un problème. Oui, mais c'est pas le cas ici, c'est pas du tout le cas. Tu dis, ouais, rappeler, renvoyer, ça ne fait que ça, justement. C'est ce que je disais, le film est prisonnier de son... Enfin, le film, la saga est prisonnière de son passé. C'est des rappels et des renvois qui ne font que redévelopper quelque chose qui était déjà développé. Dans le film, le grand accomplissement de Jessie, c'est qu'elle réalise que Bonnie, elle va grandir avec l'importance et d'avoir été là pour elle, machin. Elle dit ça texto, elle dit ouais, l'important c'est d'être là pour elle. Mais attends, mais t'étais pas censé avoir appris ça déjà? Avec Emily, puis avec Andy en plus. T'as appris cette même leçon déjà 2 fois. C'est la putain de 3e fois que tu te rends compte de la même chose. Il y en a marre en fait. Donc moi je veux bien rappeler, mais rappeler pour la 3e fois la même chose. Mais je comprends ce que tu veux dire aussi, oui, de réévoquer la phobie ou quoi pour aller sur autre chose. Mais le film va pas sur autre chose. Non. Comme le 4. Va pas sur autre chose. C'est tout ce qu'ils font avec Jessie et... Ils font aussi une énorme bêtise. Tu me disais que le film faisait pas des grosses conneries comme le fait le 4. Je suis pas d'accord. La preuve, il y a une énorme trahison dans ce film. Dans le film là, Jessie elle traîne avec le rouleau à chiottes là et ses acolytes. Et elle les déteste parce qu'ils sont technologiques, parce qu'ils marchent avec des piles. Donc Jessie elle déteste tous les jouets technologiques. Elle dit ah mais c'est nul la technologie, j'aime pas ça. Dès lors qu'ils fonctionnent avec des piles. Vous vous rappelez comment ils fonctionnent, Buzz l'éclair? Avec des piles. Souvenez-vous de cette scène dans le 3e film où l'autre il veut reprogrammer Buzz l'éclair. On a littéralement la notice de Buzz l'éclair en plein écran et on voit très clairement qu'il fonctionne avec des piles. Et que sans pile, il a pas son laser sur son bras, il a pas son casque qui se baisse, il y a pas de lumière sur ses ailes, il parle pas, il a pas de voix en fait intérieure, comme il dit dans le 4. Donc si Buzz il a pas de pile, eh bien il finit dans le noir, comme les autres jouets qui disent ouais on a pas de pile, on était dans le noir. Ils expliquent que quand ils ont plus de pile, c'est le noir absolu. Donc en fait Buzz c'est pareil, il marche avec des piles, s'il en a plus c'est comme ça. Et d'ailleurs dans la saga on nous a jamais montré qu'il changeait des piles quoi, on imagine qu'Andy lui changeait les piles. Et je rappelle que Jessie, elle est amoureuse de Buzz depuis le 3e film. Elle est littéralement amoureuse d'un jouet technologique. Et là, vous voulez me faire gober qu'elle déteste d'autres jouets simplement parce qu'ils fonctionnent avec des piles aussi. Mais t'es amoureuse de Buzz qui fonctionne avec des piles. Enfin bon, ça c'est un autre souci aussi du film. Ce que je viens de dire là, le fait que Buzz il a des piles, c'est un jouet technologique. Bah c'est déjà ce que le Toy Story 5 raconte la même chose que le premier film, que Toy Story 1. Oui. C'est un remake du premier. Andy, il reçoit le dernier jouet à la mode, Buzz l'éclair, et Woody il va le combattre avant de devenir ami avec. Bah là c'est pareil, Bonnie elle reçoit la dernière tablette à la mode, c'est l'Hélipad là, et Jessie elle va la combattre avant de devenir amie avec. C'est le même délire. Et vous allez me dire mais oh non, le 5 il rajoute la question de la technologie quand même. Bah non, pas du tout. Le vieux cow-boy symbole des anciens jouets, des vieux jouets, qui peut parler avec une vieille ficelle là dans le dos, et ben il fait face à l'arrivée du jouet à la mode dans le 1, le ranger futuriste de l'espace, symbole des nouveaux jouets du coup, qui peut parler grâce à des piles dans le dos. C'est le vieux jouet face aux jouets technologiques. Donc c'est la même chose que dans le 5. Le 5 n'apporte aucun nouveau questionnement, aucun thème inexploré. Alors oui, il actualise la forme. Il dit c'est plus un jouet à pile, c'est une tablette. Mais il raconte la même chose. Ça a déjà été raconté. Enfin, dans celui-là, c'est un contrario, parce que tout le délire de Jessie et Buzz dans celui-là, c'est que Buzz veut lui déclarer sa flamme. Chose qu'il avait déjà fait dans le 3 avec la danse espagnole qui contribue à faire encore plus tomber Jessie sous son charme. Mais non, là, il fallait appuyer en mode Buzz, il veut lui faire une demande en mariage. Et puis, moi, je suis à bout, en fait. Je supporte plus ce cliché de merde, ce poncif qui revient tout le temps dans les Disney, du gars qui veut demander sa petite copine en mariage et qui n'y arrive pas. On a ça dans Bernard et Bianca 2, on a ça dans cette merde de Reine des Neiges 2 avec Christophe qui veut faire sa demande à Anna et on nous refourgue ça ici encore avec Buzz. J'en peux plus. Merde. Pourquoi c'est de la merde ça? Parce que par exemple dans Bernard et Bianca 2, Bernard il n'arrive pas à faire sa demande, pas seulement parce que on est interrompu tout le temps, mais parce qu'il a des doutes sur la réciprocité, d'autant que le film introduit, tu sais, le personnage de Jack, un aventurier qui est tout ce que Bernard n'est pas. Donc il y a une rivalité, il y a des doutes chez Bernard. Donc bon, là ça passe, il y a pas de problème. Dans La Reine des Neiges 2, bon c'est complètement débile, il y a rien ni personne qui est là pour faire douter Christophe d'une éventuelle non réciprocité. Non, il y a rien que dalle. Il est juste là, il a juste pas le temps à chaque fois. Donc il est je vais déclarer ma j'ai pas le temps. Donc c'est nul à chier. Là dans Toy Story 5, c'est encore plus nul parce que non seulement il a pas de temps de faire sa déclaration, Buzz, il essaye mais non, j'ai pas le temps, mais en plus le film rajoute artificiellement un obstacle en la personne de Woody en mode j'ai pas le temps parce que Woody il veut être shérif à la place du shérif, second à la place du second. Mais Woody
Woody, il a jamais été intéressé par Jessie. Et donc, il est en rien un obstacle. C'est encore plus con que dans La Reine des Neiges 2. Ils ont réussi cet exploit de faire ça encore de manière plus débile que dans La Reine des Neiges 2. En rajoutant artificiellement ce truc-là. C'est une illusion d'obstacle. J'avais même pas fait gaffe, putain. J'en peux plus, moi, de ça. J'en ai marre. Arrêtez. Ah, mais j'en ai arrêté avec ce truc de merde, putain. Puis, ouais, tu disais la déclaration, là, d'amour de Buzz à Jessie, mais c'est d'un lourd. C'est une intrigue déjà bouclée dans le 3. D'ailleurs, c'est pas abordé dans le 4. Pourquoi? Pas parce que c'était déjà bouclé dans le 3. Donc... Bah oui. Et puis, on voyait pas Jessie de tout le film dans le 4. Oui, c'est vrai, comme les autres. Ouais. Et puis là, comme beaucoup de choses, on revient dessus pour surligner les choses qu'on savait déjà, en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour en rajouter une couche. Le film est prisonnier de sa propre saga. Il fait que des relents de ce qu'on connaît déjà. Ouais. Le film, il a un gros problème de rythme, hein, parce que là, c'est... Ouais. Jumpers, il avait le côté un peu épileptique. Enfin, je vais pas dire épileptique, mais c'est... Après, c'est dans l'ADN du réalisateur, parce que j'ai regardé un peu ce qu'il a fait avant, et il a ce côté un peu Genndy Tartakovsky, mais il prenait quand même le temps de poser le rythme avec, par exemple, les moments où Mabel et King George, là, ils sont dans l'eau et qui parlent entre eux, voilà. Il y a des moments où le film se pose. Là, excuse-moi, mais le film est TikTokesque, hein. Il s'est pas posé une seule seconde, hein. J'ai presque vu aucun moment de répit. Je dirais pas TikTokesque, c'est vrai qu'il est mal rythmé parce que les transitions aussi sont mal foutues, on passe au mauvais moment d'une scène à l'autre. Il y a des fois, il y a les scènes avec l'armée de Buzz et d'un seul coup, la scène s'arrête et on repasse au jouet et je me demande mais pourquoi ça s'arrête et tout ça. Bon, il y a une autre explication que je donnerai après, mais pour moi, c'est pas TikTok parce que, dans le sens où c'est pas un rythme effréné tout le temps où faut jamais faire une pause. Pour moi, c'est ça TikTok, c'est il y a vraiment jamais de pause. Ici, bon, ça se pose un peu, ça parle. Mais les personnages, ils parlent tout le temps, ils sont tout le temps en train de gueuler, ils expliquent tout parce que, oui, ils expliquent tout parce que et en plus des choses qu'on avait déjà compris et qui sont déjà dans les autres films, mais enfin, moi, j'irai pas sur TikTok, mais c'est vrai que le film est très mal rythmé, là, je suis d'accord avec toi. Et même, des fois, il y a des passages trop chelous, genre, ils revisitent l'idée du 3 au début de montrer l'imagination des jouets, sauf que cette fois, ils passent en fausse 2D, ce truc que tu adores tant, pour montrer l'imagination des jouets. Et à un moment, il y a la meuf du ranch, elle joue avec pile poil et Jessie et les autres jouets. Et bon, pile poil, il devient un méchant, bon, ok, pourquoi pas, ça, dans l'imagination de la gamine, pourquoi pas. Mais d'un seul coup, ça cut et on passe sur un moment totalement random avec les autres jouets, enfin, les jouets de la bande, enfin, Buzz, Woody et voilà, puisque les autres, ils ont rien à foutre. Et après, on revient sur la scène d'imagination, mais c'est typiquement le truc à pas faire, montrer la scène d'imagination dans son intégralité. Comme dans le 3 où ça coupe au moment où c'est terminé, en plus au climax de la scène d'imagination. Buzz tire au laser sur mon insigne. Et tu révèles la fin de la scène avec Andy, mais tu reviens pas dessus, quoi. Oui, voilà. Alors, pour le coup, c'est pas une qualité. Attention, ce n'est pas une qualité que je vais donner. J'aurais bien aimé que ça en soit une, mais bon. Pour la fausse 2D, pour le coup, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que les séquences, parce que du coup, pour rappel, la fausse 2D, en fait, c'est une séquence en 3D, mais qui est stylisée un peu comme Across the Spider-Verse et des trucs comme ça, qui est stylisée avec, soi-disant de la 2D, qui est un peu peinte et tout ça. Et donc, moi, ça me dérange d'habitude. Je vous renvoie au podcast sur Goat et sur le robot sauvage où on en parle longuement. Moi, ça me dérange. Là, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est des séquences de jeux pour enfants et c'est leur imagination qui prend le dessus. Donc, faire passer de la 3D pour de la 2D, c'est faire passer l'imagination du gosse pour une vraie séquence de film. Donc, il y a un sens, il y a une intention de mise en scène. C'est pas juste pour le style ou pour suivre la mode du moment. Et c'est des séquences très courtes dans le film et il y a une intention de mise en scène. Donc là, ça me gêne pas. Donc, c'est pour faire écho à ce que je disais les autres fois. Et d'ailleurs, pile poil aussi, ça me gêne pas parce que, qu'il parle, parce qu'il y avait tout un truc, ouais, pile poil, il va parler dans le film, oh là là, quelle horreur. C'est vrai que ça aurait été complètement débile de le faire dans la réalité, mais il parle dans une scène d'imagination de la gamine. Et en plus, d'une autre gamine qui n'a jamais joué avec les jouets qu'on connaît. Donc là, franchement, que pile poil parle à ce moment-là, ça a aucun souci. Enfin, bon, c'est pas une qualité non plus, mais c'est pas un défaut qu'on peut reprocher. Dans ce cas-là, ça va avec la scène du 3, parce que Rex, il rugit comme un tyrannosaure, comme un vrai tyrannosaure dans la scène du 3, et il est gigantesque. Pour le coup, ça dérangeait pas non plus. Est-ce que t'avais quelque chose à rajouter sur Buzz? Ils savent tellement pas quoi en foutre que c'est affligeant, et bon, alors c'est bien sympa de retcon un peu Lightyear parce que il canonise le je suis ton père de Zurg via un dialogue de Buzz aux autres Buzz du coup. Donc c'était pas juste une ref à Star Wars dans Toy Story 2, c'est canonique. Et d'ailleurs c'est encore plus canonisé à la toute scène post-crédit. Le problème c'est que vous êtes toujours dans la même volonté que Lightyear en fait depuis le 4. C'est vous humiliez ce personnage en fait. Il a plus aucune dimension héroïque. C'est juste un gros bouffon qui fait sa demande en mariage. Qui est tout le temps dans le
doute de lui-même, qui est tout le temps dans le doute. Buzz, c'est pas quelqu'un dans le doute, putain. Même s'il a compris que c'est un jouet, il reste un super-héros. Dans le 3, il y a cette scène quand il se rend compte que la garderie et les portes, elles sont fermées, où il fait toutes ses acrobaties pour atteindre le vasistas et descendre en rappel pour aller voir l'autre saut, quoi. Donc, voilà, il y a toujours cette dimension-là chez le personnage. Bah, je suis pas d'accord quand tu dis, ouais, le retcon, c'est bien parce qu'ils ont retcon Lightyear. Ça me pose problème de retcon dans tous les cas. J'ai pas dit c'est bien, j'ai dit c'est bien sympa. Oui, bah c'est sympa. Oui, mais je suis pas d'accord. Dans tous les cas, moi, le retcon, ça me pose un problème. C'est pas parce que ça va dans mon sens que le retcon, c'est pas un souci. C'est parce que dans ce cas-là, on s'en sort jamais. Parce que, ah bah moi, je suis d'accord qu'ils retcon ça et moi, je suis pas d'accord. Bah, dans ce cas-là, après, c'est à la vie de tout le monde, c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. J'aime pas le retcon dans tous les cas. Et une saga, elle doit prendre en compte les épisodes d'avant, même s'ils sont nuls à chier. Je dis pas respecter ou les prendre dans un bon sens, les éléments d'avant. Hein. Je dis pas forcément respecter. Parce que quand c'est un film de merde, t'as pas envie de le respecter. Mais je dis juste de prendre en compte, de composer avec ça. Et là, du coup, le film compose pas vraiment avec les autres films. Justement, il retconne n'importe quoi, que ce soit bon ou pas. Donc moi, je suis pas d'accord dans tous les cas. Et ça retconne pas vraiment Lightyear dans le sens où Lightyear, c'est le film qui est censé avoir vu Andy et dont est inspiré le jouet. Et les jouets, ils ont leur propre histoire, indépendante de celle de Lightyear. Enfin, c'est un retcon sans en être un. C'est lié, mais sans être lié. C'est un peu bizarre. Ouais, bon. Et tu parlais des références Star Wars. Là, le film en a rajouté une autre, pas vraiment subtile. C'est quand Buzz, il s'adresse aux autres Buzz et qui fait lis dans ton cœur, Buzz, tu sauras que c'est vrai. Pour reprendre la scène de Vador, je suis ton père. Ça suffit. Mais encore une fois, on avait déjà compris dans le Toy Story 2. Ça suffit. Mais pourquoi vous rajoutez là-dessus? Ils ont rien à dire. Et on termine avec le petit fanservice final, avec tous les Buzz qui arrivent dans la gare, non pas la garderie, dans un terrain de jeu. Et il y a le Zurg High-Tech qui intervient et qui dit enfin je te retrouve. Enfin, je te retrouve, Buzz l'éclair, pour la dernière fois. C'est ça. Pas Buzz l'éclair, hein, mon fils. Enfin, je te retrouve, mon fils. Donc voilà, le petit fanservice final pour la fin. Avec la même musique que... Ah d'ailleurs, je vais faire un tout petit aparté sur la musique. Avec la même musique quand il sort de la boîte à jouer dans Toy Story 2. Tu sais, il y a les portes qui tapent la boîte et là, il sort son bras. Il y a cette même musique durant la scène post-crédit, là. Du coup, je fais un tout petit aparté sur la musique. Randy Newman qui en arrive à confondre ses OST de Monstres et compagnie et de Toy Story. Prends ta retraite, Jojo, c'est pas possible. Il y a un moment dans le film, c'est au tout début du film d'ailleurs, c'est quand Bonnie elle va pour demander à ses voisins de jouer avec elle et finalement elle y arrive pas, elle est trop timide et elle retourne chez elle. Il y a une musique, je me surprends à chanter la mélodie et là je me dis mais c'est pas une musique de Toy Story, c'est une musique de Monstres et compagnie et c'est exactement la même musique que quand Sully il voit qu'à la porte debout et qui demande oh il y a quelqu'un, il reste une porte ici et qui donc il entend qu'il y a personne qui donne de réponse et là il s'avance et c'est exactement la même musique. C'est exactement la même musique et elle revient plusieurs fois dans le film. Je me suis fait, mais attends, mais il est amnésique le Randy Newman ou quoi? Et on va me sortir le passage dans Toy Story 3 où quand la fournaise arrive et qu'ils se mettent à courir en contresens, il y avait un petit leitmotiv qui revenait de Monstres et compagnie, mais là pour le coup c'était un peu adapté parce que c'était la même musique que le compacteur d'ordures dans Monstres et compagnie, donc qui reprennent le leitmotiv. Ok, mais là je comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi il mélange ces deux OST quoi? Qui mélange, bon, il en a repris une ou deux. Enfin c'est nul, hein, ça sert à rien, c'est con, mais c'est pas ça qui me pose un énorme problème. Moi, ce qui me pose un énorme problème, c'est que Randy Newman, il a oublié que c'était un Toy Story et qu'il n'a pas mis Je suis ton ami. Il n'y a pas Je suis ton ami dans ce film. C'est la saga Toy Story, les gars. En plus, vous nous faites chier à nous ramener Woody pour dire c'est toujours lui le personnage principal. Bah, tu me mets Je suis ton ami si t'es pas reparti sur d'autres jouets, sur d'autres histoires. Si c'est toujours les mêmes personnages, bah, tu mets le passage obligé, je suis ton ami, comme dans chaque film de cette saga avec Woody et Buzz. Elle y est pas dans le 2, hein. Bah si. Bah, littéralement, il la chante à la fin du film, hein. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Ah oui, mais c'est pas c'est la version de Sifli. C'est pas la version authentique qu'on entend dans le 1, le 2 et le 4. Enfin, le 3 et le 4. Pardon. Mais t'imagines bien que moi, je ne veux pas un copier-coller des autres films. C'est pas ce que je demande. Je dis, c'est le passage obligé de nous remettre le thème principal de cette saga. C'est comme si un film Star Wars s'ouvrait sans le thème iconique de John Williams. Bon, tu me diras, ils l'ont déjà fait, du coup. Ça existe déjà, hein. Ça existe déjà. C'est le même problème, en fait. Et je demande pas, je m'en fous de la version, quoi. J'en ai rien à carrer. Juste, vous me mettez la musique.
C'est le thème de Toy Story. Oui, c'est vrai, oui. Bon, moi, c'est sur la musique. Moi, c'est plus ça qui me choque que des petites reprises d'autres compositions de Randy Newman. Bon, il se cite lui-même, c'est con, ça sert à rien, mais... Bah, Bon. je me dis, mais il est amnésique ou quoi, Jojo? Parce que je vous jure, hein, en rentrant, j'ai re-regardé Toy Story, le 2, la séquence finale où t'as Woody et Buzz sur pile-poil qui courent après le wagon là qui emmène Jessie jusqu'à l'aéroport. Il y a une envolée orchestrale à ce moment-là qui reprend le terme de Western Woody. Fonce pile-poil au triple galop! Et vraiment, je vous prie de croire que je me suis dit, mais il y a un peu la même vibe dans le 5. Est-ce que c'est pas le fait que je suis devenu vieux qui fait que j'ai pas été agrippé dans le 4 ou est-ce que c'est vraiment naze, dans le 5, pardon, ou est-ce que c'est vraiment juste qu'il y a rien dans le 5 parce que, enfin, je vois la scène finale de 5 et j'ai un peu envie d'être emporté comme dans le 2. Il y a un peu la même vibe. C'est genre, on va courir après un véhicule qui emmène au loin un des protagonistes, enfin, antagoniste qui est devenu protagoniste. Et du coup, faut l'arrêter. J'ai envie, je vois le côté épique en plus avec tous les buzz et les chevaux, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque, qui m'empêche de ressentir peut-être pas la même chose, mais quelque chose de similaire. Et tu sais ce qui te bloque? C'est le fait que, comme dans le 4, t'es pas attaché au personnage, il y a pas d'enjeu et tu t'en fous de leur intrigue. Ils ont pas d'intrigue ou ils ont une intrigue pas intéressante, pas développée. Donc c'est pour ça que t'en as rien à foutre. Et tu l'as dit, oui, il y a une vibe comme dans le 2, ça évoque le 2, mais comme depuis tout à l'heure, ça ne fait qu'évoquer des choses des films d'avant. T'as pas ressenti un truc nouveau, une nouvelle vibe. Je me pose la question, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment bon le 2 ou est-ce que c'est la nostalgie? Enfin, ça m'embrouille du coup, parce que j'ai pas envie de les détester ces films, mais tiens, y a rien qui va, fais chier. Bah tu crois que j'avais envie de détester, mais j'avais envie de kiffer. En plus, ça partait bien, justement. Ouais, ça partait bien. Bah c'est peut-être la meilleure partie du film, hein, l'intrigue des buzz. Hein. Moi, l'intrigue des buzz l'éclair, là, moi je comprends pas du tout cette partie du film parce que ça a aucun intérêt. J'ai déjà vu des dizaines de buzz dans le deuxième film. Ils étaient dans des boîtes, mais l'idée était déjà là. Le fait qu'il y avait plusieurs buzz et qu'ils étaient produits industriellement, tout ça. Il y avait déjà cette idée, alors certes en germe, mais il y avait cette idée. Pour le coup, dans le 2, on les voit pas s'animer. Il y a juste Buzz ceinture. Bah, donc c'est pour ça que j'ai précisé que c'était en germe et que c'était juste l'idée et que voilà. Mais bon, ok, ils sortent de la boîte ils sont animés, ils se forment en armée parce que ces buzz là, ils sont persuadés d'avoir une mission, ils savent pas qu'ils sont des jouets, ça, ok, on a déjà vu ça dans le 2, un buzz qui sait pas qu'il est un jouet contre le buzz qui le sait, tout ça, voilà, je le sais déjà ça. Donc, qu'est-ce que m'apporte celui-là? Bah rien, ils sont aussi débiles que le buzz de Toy Story 4 qui suivait sa voix intérieure. Parce que, bon, d'ailleurs, on l'a dit, hein, ça a complètement disparu, hein, le buzz qui écoute sa voix intérieure, ça, pof, c'est mis de côté, ce qui rend d'autant plus débile qu'il l'ait fait dans le film d'avant, hein. Et donc, du coup, ces autres buzz là, ils sont aussi débiles, pourquoi? Parce qu'ils suivent une étoile, parce que Star Command. Donc tout ce qui ressemble à une étoile, ils y vont direct, ce sont des abrutis finis. Pourquoi le buzz du 1, qui pensait qu'il était un jouet, n'a jamais bugué sur l'étoile de shérif de Woody dans le premier film? Pourquoi il a pas suivi Woody tout de suite parce qu'il avait une étoile de Star Command sur le torse? Et il pensait être un jouet aussi à ce moment-là. Quand il y a la photo de Jessie qui fuite sur internet, parce qu'ils ont fait en sorte d'envoyer la photo à tout le monde pour retrouver les jouets, ouais. Et qui voit la photo, enfin l'étoile de Jessie, tu sais ce que je m'attendais à ce qu'ils disent? L'autorité locale. Voilà, qui tombe vraiment à pic. Je me suis dit, ça va, ils l'ont pas dit. Mais ça aurait été logique qu'ils le disent, du coup, pour le coup, parce qu'ils sont censés être comme Buzz dans le premier film. Pour le coup, je vais pas te rejoindre à 200% parce que comme c'est une nouvelle technologie et qu'en plus, il y a ce truc que j'aime bien pour le coup. Il y avait un peu la même délire dans Colony. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a une information, il se met à vibrer et ça transmet toute l'information, à la meute, en fait, parce qu'ils sont tous connectés par Wi-Fi. C'est une petite idée que je trouve plutôt bonne. J'ai plusieurs questions. Connecté à quel Wi-Fi? Ah non, mais ça, faut pas me poser la question, ça n'a aucun sens. Alors, du coup, moi, je veux bien connecter ensemble, machin. Normalement, les rangers de l'espace, t'as un leader, et puis le reste qui suivent, ils transmettent les ordres oralement. Comme n'importe quelle armée, pourquoi il y avait besoin de rajouter ce truc? Ce sont des jouets technologiques. Donc déjà, voilà la question. Et alors, autre question essentielle. Cite-moi la différence fondamentale. Or, le côté du drone, je reviens tout à l'heure sur le drone. Or, le fait que c'est des drones, cite-moi la différence fondamentale entre le fait que ce soit des jouets technologiques à la différence du Buzz qu'on connaît depuis le début, qui est aussi un jeu technologique, comme je le disais tout à l'heure. C'est quoi la différence entre les deux, à part le fait qu'ils ont un petit écran sur le torse? Je te pose la question dans le sens où tu me dis tout à l'heure, ils suivent l'étoile, on va considérer que c'est une autre technologie, que ce sont d'autres Buzz d'une autre technologie. C'est quoi la différence, du coup? En quoi c'est une autre technologie? Qu'est-ce qui les différencie du Buzz original? C'est acté, ça, que déjà, quand on voit comment ils fonctionnent et leur écran, ça se voit qu'ils sont plus récents et plus technologiques que le Buzz d'antan,
quoi. Ah plus récent, oui, on nous le dit, le film nous dit, c'est des nouvelles versions. Quelle est la différence avec la version d'avant? Bon, il y en a pas beaucoup, c'est comme... y a pas de différence. Presque pas. C'est comme la ceinture anti-gravité de Buzz Ceinture, quoi. Non mais moi je veux bien, c'est des nouveaux buzz, machin, ils ont plein de nouvelles fonctionnalités, bah non, il y en a pas, c'est les mêmes qu'avant, donc le côté ils suivent pas l'étoile du shérif, ça n'est pas justifié par c'est des nouveaux buzz, parce que c'est marqué high-tech, enfin c'est new high-tech buzz, un truc comme ça, enfin c'est marqué nouvelle haute technologie, mais Buzz est déjà un jeu technologique, donc qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Rien, si ce n'est du coup les drones, et puis alors j'y viens du coup sur le délire de Buzz qui deviennent des drones, je me dis mais pourquoi ils ont pas quitté leur île déserte en volant avec leur fonctionnalité de drone? Et là, vous allez me dire, bah ouais mais ils avaient pas la mise à jour, ils volent une fois que Lilypad elle a fait la mise à jour sur les nouveaux Buzz. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, mais alors depuis quand l'argument de vente principal qui différencie des Buzz de celui qu'on connaît, à savoir le fait que c'est des drones, ne peut pas fonctionner si tu le sors de la boîte. Enfin, quand tu le sors de la boîte, il ne fonctionne pas directement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse une mise à jour pour qu'ils deviennent des drones, ce qui est l'argument de vente principal, visiblement, et qui est la chose qui le différencie le plus d'un Buzz d'avant. Non, il faut qu'on fasse une mise à jour. Comment les gars, ils peuvent parfaitement fonctionner sans aucune mise à jour avant de les allumer ou à l'allumage, quoi. Enfin, ils sortent de leur boîte, ils fonctionnent parfaitement. Mais dès que tu veux utiliser une fonctionnalité, hop, il faut une mise à jour. Moi, ça me paraît surtout être une grosse facilité d'écriture parmi d'autres. Bah oui, parce que s'ils le mettent plutôt dans le film, bah il y a plus de film. Donc ils sont obligés de le mettre à la fin pour qu'il y ait un film. Mais oui, mais ça c'est une mentalité de scénariste. Dans le film, ça passe super mal parce que ça passe même pas du tout. C'est quoi l'intrigue des Buzz? À quoi ils servent dans le film? Ah non, mais pour te dire à quel point ils servent à rien, c'est-à-dire on brode toute cette putain de sous-intrigue avec eux dont on ne sait même pas pourquoi on est embarqué avec eux pour pouvoir justifier à la toute fin ce qui va se passer. C'est quand même une sacrée coïncidence, comme par hasard. Bah moi je veux bien qu'ils servent à la fin avec les drones, tout ça. C'est mal branlé, c'est mal foutu. Tu peux pas me justifier 15 minutes, je sais pas, je dis à peu près, enfin genre je sais pas 15 ou 20 minutes de temps d'écran de l'armée de Buzz pendant tout le film, juste avec cette histoire de drone. Dans ce cas-là, je sais pas, tu réduis le temps d'écran à 2-3 minutes pour nous introduire les Buzz et que ça sorte pas de nulle part, tout ça, y a pas de souci. Mais là en fait, ils ont une trop grande présence à l'écran pour un si peu d'intérêt au final. Tu peux parfaitement réécrire le film pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin des Buzz avec leur drone et trouver une autre idée, et du coup couper 20 minutes du film pour les consacrer à développer correctement les autres personnages. C'est ça mon problème en fait. C'est ça en lequel j'ai dit que c'est peut-être la meilleure partie du film, parce que effectivement c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe. Bah du coup en quoi c'est une bonne... Enfin qu'est-ce que t'as à défendre dans cette partie? Je comprends pas. Ah non, je défends pas, mais c'est... Bah tu dis que c'est sympa. Bah c'est du grand n'importe quoi. Et donc comme tout le film c'est juste rien, bah je préfère du grand n'importe quoi à juste rien. Ah oui, bon bah du coup c'est se rabattre sur la poubelle, voilà, c'est ton expression. Oui, voilà, hein. c'était mon expression là. Oui, bah oui, mais du coup tu vas contre ce que tu défends d'habitude. Mais oui, mais parce que là je suis piégé entre les deux, donc quitte à choisir... Et d'ailleurs ça me fait penser à un petit détail débile, bon c'est pour chipoter, c'est un petit détail débile, mais au début les Buzz là ils sont autour d'un feu de camp là sur leur île, mais ils ont besoin de se réchauffer, ils sont pas en plastique les mecs. Ouais, mais il y en a pas un qui a une broche avec un chamallow à un moment. Ils sont autour d'un feu de camp, je me suis dit mais attends, mais c'est des Buzz en plastique. Oui, comme quoi dès le début, même si la première scène elle est vraiment sympa, mais parce qu'en fait voilà, la première scène est sympa, ça redescend tout de suite après parce qu'ils ont aucune utilité et ça sert à rien, donc c'est nul à chier, mais ça annonçait des bonnes choses. Moi la première scène, je me suis dit il y a vraiment un truc à faire avec cette armée de Buzz, justement à la recherche d'une raison d'exister parce qu'ils ont pas d'enfants, donc il y avait peut-être quelque chose à creuser sur leur raison d'exister, un objectif à trouver et pas un objectif débile en mode oh ben on a vu une étoile, on veut des étoiles, on va suivre les étoiles. Ça c'est complètement con, bah, la mentalité du 4 comme je disais. Il y avait vraiment un truc sérieux à leur faire une intrigue à leur donner et du coup de quoi développer un peu cette saga et ce qu'elle a à dire en fait. Donc c'est dommage. Et puis alors la fin complètement porte nawak avec tous les drones qui arrivent dans le jardin, c'est apparition divine quoi. Pluie divine de Buzz l'éclair. Bon bah ok, pourquoi pas. Mais comme quoi Buzz et son armée ne servent autant à rien que dans le 4. C'est en ça que je disais c'est la prolongation du 4. Bah ils servent autant à rien que le Buzz d'Andy tout simplement. Bah du coup en parlant de Buzz, je pense qu'on peut parler de Woody, il fait son retour dans ce film. Ah ça y est, Woody est de retour. Les conséquences va te faire foutre, hein. Les conséquences de l'au revoir du 4, hein. Ça me fait rebondir sur quelque chose que t'as dit tout à l'heure, parce que tu disais que le délire de la voix intérieure de Buzz, ça a disparu. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est une mode de fabrique qui s'installe de plus en plus, en tout cas chez Disney, c'est que ils réfléchissent plus leurs films comme des sagas. Moi, en fait, la façon dont ils réfléchissent leurs films, c'est que ils réfléchissent leurs films comme des épisodes. Et ça me fait beaucoup penser à la façon dont ils écrivent, par exemple, je sais pas si tu vois, je pense que tu vois les Simpsons. T'as pas regardé, évidemment. tu m'as dit. Tu vois, c'est comme ça dans ces genres de séries. Un personnage va avoir un dilemme dans un épisode spécifiquement. Il va établir une relation avec un personnage dans un épisode spécifiquement. C'est comme par exemple, imaginons un épisode, Bart et Nelson
Nelson, ils s'embrouillent, ils sont forcés de coopérer pour un concours, on va dire une connerie comme ça, un concours. Ils deviennent plus ou moins amis, les tensions se calment. Mais ça, c'est juste pour l'épisode. Quand tu vas à l'épisode suivant, on reviendra au statu quo originel que Nelson c'est la brute et que Bart, c'est son ennemi. Il faut qu'à chaque épisode, on revienne au statu quo. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe maintenant avec les films. C'est qu'on réfléchit l'intrigue à l'épisode, en fait. On réfléchit pas à l'intrigue sur la cohérence de la saga. Le délire de la voix intérieure de Buzz, c'était juste pour l'épisode 4. Mais alors dans ce cas-là, moi je veux bien considérer, que on puisse créer une saga où chaque épisode est indépendant et ne répond pas à l'autre. Ok, je veux bien l'accepter, mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas essayer de me construire une saga et en faire le Toy Story 5 et pas juste Toy Story Toy Story Story. Tu peux pas essayer de me construire une saga tout en oubliant ou en faisant comme si ça n'avait jamais existé les épisodes d'avant, du coup les éléments d'avant, parce que du coup là ils essayent d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ok, imaginons c'est ça, on revient au statu quo parce que Buzz suivait sa voix dans l'épisode précédent, on revient au statu quo. Bah ouais, mais du coup tu peux pas me reprendre tous les éléments de la saga et essayer de construire des choses là-dessus. Tu peux pas dans le 4 me sortir que Buzz a une voix intérieure et à la fin essayer de me faire pleurer sur le fait qu'ils se séparent et pourquoi ils se séparent et que tu devrais pleurer parce que tu les connais depuis 10 ans, enfin depuis 10-15 ans. Tu peux pas me faire les deux, tu vois. Donc soit tu construis une saga et t'essaies de me faire pleurer sur ce que j'ai vécu aussi avant, donc sur la construction de la saga, soit tu me fais une saga où il y a rien d'interdépendant, mais dans ce cas t'essaies pas de jouer sur les épisodes d'avant. Tu choisis, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu peux pas avoir les deux, parce que du coup ça fait cette espèce de monstre qui du coup est incohérent, ne tient pas ensemble et n'est pas une saga. Ouais, parce que du coup Woody il revient dans celui-là parce qu'il est là. Parce qu'il est là, et parce que d'ailleurs il y a cette phrase qui revient souvent de gens qui disent ça, et surtout de Tom Hanks qui dit on peut pas faire un film Toy Story sans Woody. Et donc ça c'est Tom Hanks, la voix originale de Woody, qui l'a dit récemment en plus, je crois, enfin c'était il y a pas longtemps. Oui. Il dit ça parce qu'il est en train de voir que la saga elle se concentre sur autre chose que Woody, en l'occurrence Jesse, et il veut continuer à avoir du taf en fait, le Tom Hanks. Donc il dit ça, il dit ah non mais de toute façon bon c'est sur Jesse mais on peut pas faire de film sans Woody hein. Je veux continuer à être la figure de la saga. Mais MDR mon petit Tom Hanks, non, c'est faux, c'est pas Woody Story comme je disais, c'est Toy Story. Évidemment qu'on peut faire un film Toy Story sans Woody, ça ne s'est jamais fait, et d'ailleurs là c'est en train de montrer que ce n'est pas nécessaire parce que Woody dans ce film c'est du vide. Et d'ailleurs il sert à rien, c'est une catastrophe. Le Woody crâne chauve, gros bide à bière, mais vous avez quoi à raconter avec ça? Parce que moi je veux bien, il arrive, oh je suis un vieux jouet, j'ai le crâne chauve, le bide à bière. Je rappelle que le crâne chauve c'est une connerie monumentale. Genre, à quel moment la partie du corps qui s'abîme de Woody c'est l'endroit où il met son chapeau, donc littéralement qui le protège du soleil et de la dégradation. C'est complètement con. Le bide à bière, à quel moment le jouet peut développer un bidon? Moi je comprends pas. Enfin vraiment c'est n'importe quoi. Je veux bien accepter le n'importe quoi de tout ça s'il y a quelque chose à me raconter, mais il y a rien à me raconter. Oui il est vieux, ok, Woody arrive, il est un peu usé, c'est un vieux jouet, ils le disent en plus, ouais t'es vieux machin, mais vous en faites quoi? C'est même pas un sujet du film, vous développez rien autour de ça. Mais c'est une parodie de lui-même, c'est comme Buzz, il y a une tentative d'humiliation de ces personnages. En fait tu sens un Pixar qui est fatigué, ils y croient même plus eux-mêmes à leur licence, c'est juste c'est la vache à lait de notre studio, du coup on va la traire jusqu'à la moelle et une fois qu'elle sera anorexique on va la balle d'une balle dans la tête et puis voilà. Et ouais, voilà. Et ça se voit avec la rivalité avec Buzz, enfin la rivalité, mais c'est tellement artificiel. L'insulte. Parce que il y a un moment où t'as Woody qui dit à Buzz je vais mieux y arriver que toi, moi je suis meilleur que toi, mais what? Depuis quand ils ont régressé au point d'avoir la même mentalité que dans le premier film? Il y a eu 4 films. Il y a eu 4 films entre les deux, ils ont évolué, ils sont devenus comme des frères, il a compris que c'était un jouet, il y a eu des tonnes d'aventures, et là il nous dit ouais non mais moi je vais mieux y arriver que toi, à être le second du shérif, c'est vouloir être le sultan à la place du sultan. Ouais. Vous avez passé ce stade. Mais dès le début, tu sens que ça avec ça parce qu'ils te refont la scène de la rencontre dans le 1. Pourquoi? À quel moment? Qu'est-ce que the fuck? Il y a un contexte qui se prête à faire ça. Il y en a qui vont me sortir oh mais c'est un jeu entre eux, voilà. On s'en fout, merde, c'est vraiment la référence assumée. Ils reprennent aussi là Buzz, un extraterrestre. Sauf que là ils regardent là-bas quoi. Et ils reprend le t'appelles ça voler, j'appelle ça voler avec panache. Hey Buzz, tu voles! J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Là pour le coup j'ai bien aimé parce que pour le coup c'est enfin bien aimé c'est un grand mot, on en parlait un peu sur Mario Galaxy, c'est quand la référence se prête un peu au contexte. Là du coup ils volent pour de vrai, donc ils reprennent la phrase, ça ils disent là ça s'appelle voler avec panache. Ok. Je pourrais être d'accord avec toi si du coup le fait qu'ils volent avait été la conclusion d'une intrigue bien développée, et du coup il y avait ce fait et qui reprenait la réplique justement pour faire écho, mais parce qu'il y avait eu une nouvelle intrigue intéressante qui avait été développée jusqu'avant et que c'était un peu la conclusion.
Mais là, en fait, le fait qu'ils volent, ça vient d'où? Ça vient de rien. C'est juste que, oh bah, il y avait des nouveaux buzz qui passaient par là, et puis ils nous ont aidés, et puis du coup, on vole. Tu vois, c'est la conclusion de rien. Ça tombe vraiment bien, hein. Ça tombe vraiment bien, hein, quand même. Bah, hein. Putain, ça tombe bien, cette armée de buzz, putain. Ça tombe vraiment bien. On les a suivis 20 minutes avant pour rien, mais ça tombe bien. Ouais. Et du coup, bah, cette réplique tombe à l'eau. Enfin, pour moi, ça tombe à l'eau, ça marche pas. C'est comme je disais au début, là, les jouets qui disent, oh là là, mais qu'est-ce que c'est cool quand j'adore les voir se disputer. C'est bon de les revoir se disputer. Mais ils se sont plus disputés depuis le 1, bordel. Et puis que c'est bon de les voir se disputer, mais connard. Enfin, t'es un des jouets d'Andy, toi. Donc tu les as vus se disputer. T'as vu, c'était pas bon, hein, de les voir se disputer. Je crois pas que t'aies passé un bon moment à la fin du 1, là, quand Andy allait perdre deux de ses jouets préférés. Je pense pas que c'était un bon moment. Donc que c'est bon de les voir se disputer, espèce de connard. C'est pas bon de les voir se disputer. À chaque fois, c'était les problèmes de la saga. Quand Buzz et Woody se disputent parce que Woody, il veut rester parce qu'il a peur de voir Andy changer et que ouais. Buzz lui dit j'ai connu une tête de bois qui m'a appris que la vie ne valait d'être vécue qu'à travers l'amour d'un enfant. J'ai connu une tête de bois qui m'a appris que la vie ne valait d'être vécue qu'à travers l'amour d'un enfant. Et j'ai traversé toute la ville pour sauver ce jouet. Parce que j'ai cru ce qu'il m'a dit. Eh ben, t'as perdu ton temps. Vous étiez pas content à ce moment-là, même Buzz Ceinture, il était déprimé. Hein. Bah oui, c'est pas bon de les voir se disputer. À chaque fois, c'est un déchirement, c'est horrible ce qui se passe. C'est complètement con. C'est le genre de réplique qui est là. Et l'autre fois où ils se sont disputés, c'est ce qui vous a littéralement amené, vous, bande de débiles, à vous faire enfermer à Sunnyside par l'autre saut. Non, mais c'est une réplique débile. C'est pour ça que je l'ai cité au début. Mais c'est ce genre de truc qui la nostalgie du spectateur. Cette réplique, elle est destinée au spectateur, en mode, tu te rappelles quand ils se disputaient dans le 1, t'aimais bien dans le 1. Voilà, on te refait. Qu'est-ce que je disais au début? Le film est prisonnier de sa propre saga. Il est prisonnier de son passé. Il est prisonnier des autres films. Il ne fait que ressasser des choses qu'on sait déjà. Et en plus, du coup, à cause de Woody, enfin, du fait que Woody revienne, et la fin du 4, elle a plus aucun sens. Déjà qu'elle détruisait la fin du 3, là, le 5 détruit la fin du 4. C'était censé être des adieux. La séparation. Et là, on nous dit qu'au premier coup dur, Jessie, elle te sort un talkie-walkie du cul parce qu'en fait, il voulait garder contact au cas où. Encore un énorme retcon, vous voyez? Les retcons, il y en a quand même pas mal ici. Et pour moi, c'est pas à négliger, quoi. C'est énorme comme truc. Tu détruis la fin de l'épisode d'avant. Donc ça annule définitivement la fin du 4. En plus, sur le talkie-walkie, c'est mal écrit. Parce qu'évidemment, le film, il veut pas montrer que Jessie, elle appelle Woody à la rescousse. Il veut pas que, Jessie, elle dit, ah, Woody, viens nous aider direct. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une espèce de malentendu, qui est nul d'ailleurs, c'est qu'en fait, ils ont créé le fait que le talkie bug. Et donc, en fait, Woody, il pense que Jessie, elle a dit, ouais, j'ai besoin d'un second shérif, machin. C'est complètement débile. C'est une facilité d'écriture énorme pour que ça crée cette situation où Woody rejoigne Jessie alors qu'elle l'a pas demandé. Parce que sinon, ça la fait passer pour quelqu'un qui gère pas bien la situation, qui est nul. Et on peut pas, et là, je suis d'accord avec le film. Si Jessie est notre héroïne, on peut pas faire penser qu'elle est nulle et qu'elle gère pas bien la situation. Mais du coup, pour forcer l'arrivée de Woody dans cette histoire, ils te font une facilité de merde. Comme par hasard, le talkie-walkie a bugué et a fait comprendre à Woody ça. Et ce qui crée cette rivalité de merde aussi avec Buzz. Ah oui, d'ailleurs, ça par contre, bon, encore, j'ai pas aimé pour les bonnes raisons. Quand Woody, du coup, il reste avec la bande et que la bergère, elle repart dans son bordel avec Duke et le lapin et le poussin, j'étais en mode, tous les personnages du 4, ils se barrent. Ok, c'est bon, barrez-vous, au revoir, merci, c'est bien. Au moins, je me refarcirai pas vous pour un autre film, c'est bon. Mais du coup, par contre, avant de parler de Lillipad, il faut peut-être parler d'un truc parce que on y vient involontairement depuis tout à l'heure avec le comme par hasard. Est-ce qu'on peut parler que en fait, ce putain d'univers, c'est même pas un quartier, c'est une résidence communautaire. Bon, déjà, Bonnie, elle habitait pas très loin de chez Andy, dans le 3. Bon, ok. Et, non, mais c'est normal. En plus, ils fréquentaient la même garderie, les deux mères se connaissaient parce qu'elles habitent pas loin, c'est normal. Donc ça, c'est normal. Mais alors, dans le 5, c'est le festival du slibard. Parce qu'à partir du moment où on va chez les copines de Bonnie qu'elle a rencontrées en Wi-Fi, il y a un groupe de vieux qui trouve Jessie qui est sortie de la voiture parce que Bonnie, elle a laissé... elle avait emmené Jessie et pile poil à la soirée, mais quand elle a vu que ses copines avec toutes des tablettes, elle les a laissées. Du coup, Jessie, elle veut revenir elle veut sortir de la bagnole avec pile poil pour Bonnie, mais du coup... Attends. Jessie, elle l'a abandonné, Bonnie, et elle veut revenir. Pourquoi elle l'a pas fait alors qu'elle avait l'adresse dans le 2? Pourquoi elle n'est pas revenue à Emily? Oui, bon. Et du coup, elle tombe sur deux vieux qui voient l'adresse de Jessie sur sa pancarte, sur son poncho là. Bon, sacrée coïncidence comme on a dit, encore une fois. Heureusement que personne n'avait jamais vu cette étiquette. Et du coup, là, ils se disent, c'est pas très loin cette adresse. Ah bon? Mais du coup, Hal, il l'a trouvé où, Jessie? Parce que Hal, dans mes souvenirs, il habitait quand même un peu plus loin que la petite bourgade de Andy, hein. Quand ça se passe dans le deuxième, où il a trouvé Jessie, Papy Pépite et tout
le bordel. Apparemment, le ranch d'Emily, c'était pas très loin de chez Bonnie, visiblement. Et du coup, elle retourne littéralement à la maison d'Emily avec l'arbre, avec le pneu qui a pas bougé depuis toutes ces années. Et du coup, voilà. Et la moitié du film va se focaliser là-dessus. Et donc, en fait, cet univers, il est très très petit finalement. En plus, le flashback du 2, ça sous-entendait quand même que c'était relativement éloigné. L'endroit où elle vivait, ça faisait ranch justement, mais presque, je vais pas dire Far West, mais éloigné, ça faisait campagne. Et là, finalement, non. En fait, tout le monde était à peu près dans le même quartier. Ah bah oui, là c'est gros parce que en plus ils vont à plein d'endroits différents dans le film et du coup ils parcourent des... Moi c'est plus le fait qu'ils parcourent des distances très rapidement en fait, alors que c'est des jouets. Oui, voilà. Oui. C'est plus ça qui m'a gêné parce que bon, la géographie, bon pour moi c'est du chipotage là parce que le flashback, oui il y avait un camion avec des cartons, mais peut-être que le camion il allait dans la ville juste à côté, enfin tu vois. Bon, on peut faire des circonvolutions incroyables, mais c'est pas ça qui m'a choqué. Non mais je comprends. T'es vraiment obligé de dire que Emily, elle habitait dans le même quartier. C'est merde quoi. Bah oui, mais ça après rétrécit l'univers. Bah oui, mais après les vieux, ils auraient jamais en renvoyé le truc si c'était très très loin. Enfin tu vois. Bon, moi c'est le genre de truc où je peux accepter si vraiment le reste est bon, mais vu que le reste est pas bon, on n'accepte pas. Bah déjà c'est pas bon et puis merde putain, on rétrécit encore l'univers parce qu'on limite l'univers à des éléments qu'on connaît déjà. Et puis d'ailleurs Woody, il vient très très vite de sa fête foraine jusqu'aux jouets pour voilà, les aider. Oui, hein. en plus. Non mais tu vois, moi c'est plus ces distances parcourues rapidement qui me gênent et pas la géographie. Bah, ok, la géographie elle est grande, petite, mais tu montres que la distance elle est incroyablement longue pour des jouets, comme dans le 2 où ils mettent du temps à rejoindre Woody. J'allais y venir justement parce que le 2, ce que j'adore dans le 2, c'est que on joue énormément sur l'échelle des jouets. On va essayer de déjouer une porte automatique en sautant parce qu'on est petit, qu'on est déjoué. On va faire une bataille sur un ascenseur parce qu'on est déjoué, qu'on est petit, qu'on peut se faufiler dans les canalisations. Et l'aéroport, l'avion. On va courir après un avion. On va se retrouver piégé dans une décharge parce qu'on est minuscule. C'est joué sur l'échelle, Toy Story. Là, dans celui-là, on s'en bat les couilles. Et il parcourt des distances comme si c'était des personnages humains, quoi. Enfin, on en a rien à foutre de si c'était des jouets, de si c'est des jouets ou pas. Je ne sens pas ces personnages en difficulté de par le fait d'être des jouets. Et moi, en fait, je ne sens pas ces personnages tout court. Le groupe, ça fait partie aussi, parce que tu disais, ouais, l'échelle, ça fait partie de l'ADN de Toy Story. Ce qui fait partie aussi de l'ADN de Toy Story, c'est le groupe de jouets qui était totalement délaissé dans le 4 et qui l'est tout autant ici. Mais en fait, pour moi, il y avait un concept qui était propre, de toute façon, à John Lasseter, qui n'est plus au règne de cette saga. Et ça se sent. Parce qu'en fait, dans ces films, à John Lasseter, puis à beaucoup d'autres, mais particulièrement à lui, tout personnage avait une utilité. Si le personnage est dans le film, il doit avoir une utilité. C'est pour ça que Toy Story 3 est parfait. Chaque membre du groupe a une utilité quelque part. Monsieur Patate a une... Bon, c'est un comic relief dans les autres films. Il a, oui, des petites utilités de temps en temps. Mais dans le 3, il a une utilité fondamentale. Il a un rôle fondamental. Il s'échappe pas sans lui. Il s'échappe pas sans Zigzag. Et en fait, chacun a un rôle important. Et dans le 3, ils ont viré la bergère. Pourquoi? Parce que justement, ils trouvaient pas d'intérêt à garder la bergère dans le film, si ce n'est qu'en faisant de la figuration. Et ça, John Lasseter, il voulait pas. Donc il a viré la bergère. C'est vraiment la raison officielle. Hein. C'est pour ça qu'elle est pas dans le 3. Hein. C'est parce que justement, elle avait pas d'intérêt dans le film. Même les membres de la bande à l'autre saut, ils ont tous un rôle à jouer. Hein. Bien sûr. Donc en fait, chaque personnage a un rôle. Et donc, on ne met pas un personnage dans un film s'il a pas de rôle. On devrait peut-être préciser parce que le 3, il est pas de John Lasseter, il est de Lee Unkrich. Bon, on peut préciser que le 3 n'est pas de John Lasseter, mais enfin, c'est son univers, il était au scénario, il était à la production, oui. Il dirigeait Pixar à ce moment-là, c'est son bébé. Hein. Il a juste pas réalisé, mais parce qu'il était sur Cars 2, mais c'est son bébé aussi. Enfin, Non, mais j'ai pas dit le contraire, c'est juste si on nous reprenait dans les commentaires, c'est pour ça. Tout à fait, mais tu fais bien de préciser. Et ce que je voulais dire, c'était que quand le film montre des personnages, il doit avoir tous une utilité. C'est l'un des points que je ne reproche pas à Kung Fu Panda 4, pourtant je le déteste, mais les 5 légendes, par exemple, oui, si t'as pas d'intérêt à leur donner dans le film, tu les vires. C'est pour ça que ceux qui disaient ouais, mais le film est nul parce qu'il y a pas les 5 légendes, non, le film il est pas nul pour ça, il est nul pour plein de choses, mais pas pour ça. Donc, mais attends, j'accorde un bon point. Donc c'est ce que je disais au début là, le film il est prisonnier de sa saga dans laquelle il est. Preuve assumée du film de l'inutilité des jouets, donc de Toy Story 5, de l'inutilité des jouets dans Toy Story 5. La preuve c'est qu'à un moment, t'as le groupe de jouets qui demande à Lillipad, vous attendez quoi de nous? Et elle répond rien. Et il y en a un du groupe qui répond ah, ça je sais faire. C'est cynique, ça veut tout dire, c'est nul. Ça montre le fait que le film assume qu'il a rien à faire à ses personnages. Pourquoi ils sont là dans le film? Pourquoi? À quoi ils servent? On a du temps d'écran qu'il leur est accordé. Pourquoi? Ils font même pas de blagues, ils ont même pas la répartie, ils sont pas avec Woody et Buzz, ils sont pas avec Jessie, ils sont avec personne. Il y a rien autour d'eux. Et ça m'a scandalisé quoi, c'est vraiment pas l'ADN de Toy Story d'avoir des personnages dans le fond qui font rien. Comme le 4 en fait. Enfin c'est le même niveau de scandale. Puis même si on va aller dans l'extrême limite, dans le 2, on peut pas dire que Buzz Ceinture et Zurg ils ont une grande utilité, mais je parle de rôle à jouer sur l'intrigue, mais ça reste des personnages de spectacle. Zurg il amène une péripétie mine de rien sur l'ascenseur, et Buzz Ceinture il permet d'explorer un peu l'univers de Buzz l'éclair, donc effectivement tout le monde a un rôle à jouer
jouer. Tiens, j'ai failli faire un truc drôle. Je voyais l'affiche de Toy Story, le 3, et je me disais, vous voyez cette affiche, 100% des personnages auront quelque chose à faire. Et je voyais l'affiche de Toy Story 5, 95% des personnages sur l'affiche, ils servent à rien. Ouais, mais c'est ça, ouais. Encore faudrait-il qu'il y ait une intrigue et qu'il y ait des choses à raconter, quoi. Enfin, mais bon. Bon, cette fois, ils sont pas avec des plots, ils sont avec des chevaux, mais ils reprennent le lever, baisser. Mais quand ils courent à la fin, après la camionnette où il y a Lillipad dedans, dès qu'il y a une voiture, ils font voiture et ils se baissent. Le temps de mettre le petit camion de Pizza Planet, voilà. Encore faudrait-il que les personnages sur l'affiche aient des choses à raconter. Et en tant que chose à raconter, en tout cas, le film arrive en mettant sur la table que, ouais, il a des choses à dire sur la technologie. Et donc, à travers le personnage de Lillipad, je te propose qu'on aille là-dessus. Bah, qu'est-ce que t'as à dire, toi, sur Lillipad et la technologie dans le film, en fait? Le film, il est réalisé par Andrew Stanton. Oui. Bah, Matt et Wally. Je trouve que le message est bon, et bon, c'est un bien grand mot, parce que j'avais peur qu'il glorifie l'ancien pour dire ouais, la tech c'est pourri, ce qui est naze à dire. La tech, ça, même dans le fait que Bonnie elle a parlé aux mauvaises personnes et que finalement après elle trouve une bonne personne et elles vont rester en contact même avec la technologie. Je trouve que c'est bon, la technologie. Bah regarde nous deux, hein, on arrive à faire des choses ensemble alors qu'il y a des kilomètres qui nous séparent. Donc parler de ces bons aspects de la technologie, je veux bien. Et pour le coup, le film il est pas allé sur ce terrain-là. Il a trouvé un propos qui s'équilibre entre l'ancien et le nouveau, bah, comme dans le premier Toy Story, encore une fois, donc c'est qu'une redite finalement. Mais voilà, j'avais peur qu'ils fassent un message de merde, ils ont fait un message convenable. Après, le personnage en lui-même, passer de ça à l'autre saut, et je suis en train de revoir Gabi à la hausse, en vrai, hein. Parce que, Gabi, elle avait une ambiance avec les pantins un peu Hitchcock autour d'elle. Là, le personnage, il est froid, il est terne, il dégage rien, il est... Bon, après, c'est une tablette, c'est difficile d'être statique, mais bon, Otto, c'est un gouvernail, et pourtant, il est fantastique, ce personnage. Donc, c'est même pas un argument que je peux mettre au discrédit du perso. Quoi, elle est à l'image de tout le film, elle est plate et elle est plate, voilà. elle a même pas ne serait-ce qu'1% de la menace. Je vais même pas dire Lotso parce que Lotso elle atteint même pas ne serait-ce qu'un poil de ses pieds, quoi. Elle a même pas le sentiment de menace ou l'aura de Zurg, quoi, alors que Zurg aussi c'est un antagoniste technologique et même pas, quoi. Enfin, j'ai rien ressenti avec ce personnage, hein. C'est un des pires de la saga pour moi, hein. Moi je vais pas faire l'affront de comparer quoi que ce soit de ce film avec Wall-E, mais du coup, bah dans ce film, il n'y a pas de méchant, comme dans le 4, comme dans le Pixar de maintenant, comme dans les films Disney de maintenant. En fait, Lillipad, elle voulait le bonheur de Bonnie. Elle était pas si méchante. En fait, Gabi, elle voulait être le bonheur d'un enfant. Elle est pas si méchante. Moi, j'en peux plus que sous couvert de nuances, en fait, on n'est plus de méchants diaboliques assumés. Comme Lotso! L'un n'empêche pas l'autre. On peut me dire que c'est bien que Lillipad soit sympa parce que ça nuance la technologie, un peu comme t'as dit que c'était une bonne chose à la fin, qui est ce message-là. Moi, je suis pas d'accord. On va me dire, ouais, Lillipad, elle est sympa, ça nuance sa technologie, c'est pas quelqu'un de maléfique à 100%. Elle n'est pas que maléfique, mais elle peut l'être aussi. Tu peux très bien avoir une Lillipad maléfique et d'autres jouets technologiques qui ne sont pas d'accord avec elle et qui nuancent la chose. En fait, t'es pas obligé d'introduire la nuance dans chaque personnage. Tu peux très bien, dans le film, avoir des personnages, oui, technologiquement maléfiques et technologiquement bons et technologiquement nuancés. La nuance, elle est pas dans chaque personnage, elle peut aussi être au global quand tu fais la somme des personnages. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas sous couvert de nuances qu'on doit justifier le fait qu'il y ait pas un grand méchant maléfique dans le film. Donc pour moi c'est pas une excuse. Il y avait ça dans Jumpers, hein, je dis ça. Ah oui, mais les Jumpers, oh là, bah attends, parce que je vais m'en occuper, j'y viens. Ah merde. Non, j'y viens dans le sens où tu vois, Jumpers, oui il y avait ça, mais le problème c'est que la morale est nulle à chier. Enfin moi je déteste la morale, je vous renvoie au podcast en question, où on n'est pas d'accord, on en débat, mais moi je trouve la morale détestable dans Jumpers, ce qui me fait ne pas apprécier ça. Et là c'est la même chose dans Toy Story 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, le film il mélange deux problématiques. Donc le film il parle de quoi? Il parle de l'addiction aux écrans et il parle de la pression sociale exercée sur Bonnie. Donc c'est deux choses différentes, on est d'accord. En fait, c'est la pression sociale qui est traitée réellement dans le film. Et je sais pas pourquoi ils ont voulu absolument le mélanger avec un discours sur les écrans, comme avait essayé de le faire cette merde d'Indestructible 2 d'ailleurs, le discours sur les écrans. C'est aussi ridicule que dans les Indestructibles 2, j'y viens. Parce qu'en fait, c'est la pression sociale qui est intéressante dans ce film et qui est bien traitée. C'est pas arrivé à cause des écrans, la pression sociale. Quand t'avais pas le dernier sac d'école à la mode ou le jeu de cartes à la mode dans la cour de récré, tu subissais la même chose que Bonnie subit
subit dans le film, le rejet des autres gamins, le harcèlement. Donc en fait, les deux sont pas liés naturellement. Il y a pas eu de pression, il y a pas de pression sociale depuis qu'il y a les écrans. Il y en a toujours eu. Les gamins sont toujours comportés comme ça, avec les écrans, avec les cartes à jouer, avec les choses qu'on avait à l'école, les vêtements, n'importe quoi. Ça n'est pas apparu avec les écrans. Donc le film lie les deux. C'est son choix. Mais du coup, il ne développe bien. C'est pas apparu avec les écrans, mais les écrans ont beaucoup amplifié ça. Bon, bah ça se discute, mais en tout cas, mais je ne nie pas ça, mais ça se discute. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas naturel, ça ne va pas de soi que les deux soient automatiquement liés. Et du coup, je sépare les deux parce que c'est deux choses différentes. Les deux ne vont pas ensemble. C'est pas parce que tu traites de la pression sociale que tu traites forcément bien des écrans. C'est ça que je veux dire. Et donc, le problème, c'est que du coup, la pression sociale sur Bonnie, tout ça, c'est ok. Là-dessus, y a pas de souci. Par contre, sur les écrans, le discours, la morale, elle est nulle à chier. Jamais les parents vont se remettre en question en se disant que la tablette, c'est trop tôt pour Bonnie. Jamais le film ne montre Bonnie tomber sur des trucs qui sont pas de son âge sur la tablette. Jamais le film ne traite de la question du temps d'écran. Jamais le film ne montre Bonnie à table sur sa tablette à regarder toujours l'écran et ne plus parler à ses parents et qu'il y ait une discussion autour de ça, tu vois. Bon, c'est des exemples. Mais tout ce que je viens de citer, il y a rien de tout ça. Même pas une ébauche. Même pas l'idée. En fait, il y a rien de tout ça. Il y a un tout petit peu l'idée du temps d'écran, mais c'est pas abordé dans la suite. Non. On mentionne le fait que, le temps d'écran existe. Mais il y a rien qui est traité. Rien de, c'est même pas une ébauche. Et le film n'a pas de discours sur les écrans. Donc, quand on vient me dire, la technologie, l'Ilipad, la tablette, la technologie, c'est quand même un bon truc du film. Non! Il y a pas de discours là-dessus. Donc, la morale finale, c'est une catastrophe. C'est pas crédible, en fait. C'est pas vraisemblable. Le fait que la technologie et les jouets coexistent à la fin. L'addiction aux écrans, c'est une question d'éducation. C'est pas les enfants eux-mêmes qui décident d'aller vers l'un ou l'autre. C'est pas genre, un matin, on se dit, tiens, je vais jouer avec mes jouets ou je vais aller aux écrans. Non, c'est une addiction. Donc, si t'es addict aux écrans, tu vas pas te poser la question quand t'es gamin. C'est une question d'éducation. C'est aux parents de réguler ça. L'écran, il gagne souvent, malheureusement. Donc, quand à la fin, on nous montre que les deux gamines, elles jouent aux jouets et que t'as les autres gamins qui rejetaient Bonnie pour se coller aux écrans et qu'en fait, à la fin, ils sont là, qu'est-ce que vous faites? On peut jouer aussi, nous, avec vous? C'est pas crédible un seul instant. Ça marche pas. C'est pas une bonne morale. Putain, parce que le film, il sous-entend qu'en fait, elles vont donner l'exemple et que les autres gamins, ils vont arrêter leurs addictions aux écrans d'un coup parce qu'ils voient les autres gamins jouer avec des jouets. Donc, c'est pas crédible du tout. C'est un monde de bisounours. Et Toy Story, c'est pas un monde de bisounours. Toy Story 3, notamment, assumait le fait que grandir et accepter de grandir, c'était inéluctable. C'était pas une fin de bisounours. Ici, comme par magie, les enfants ne seront plus addicts aux écrans juste parce qu'ils ont vu deux gamines qui jouent dans l'herbe avec Jessie et un rouleau de chiottes. Qu'est-ce que c'est que ça? Toy Story 3, les enfants vont grandir. C'est comme ça, il faut l'accepter. Toy Story 5, la tech va remplacer les jouets. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça en fait. Tout va bien, ils vont merveilleusement bien coexister dans le meilleur des mondes. C'est catastrophique comme morale. Je déteste ce genre de morale et en plus ça donne l'impression que le sujet a été traité alors que pas du tout. Après oui, comme tu l'as dit, ça peut s'appliquer à plein de choses. Genre si t'avais pas le jeu de cartes Pokémon à la récréation à l'école, et que tous les autres Pokémon et que tous les autres gosses ils avaient le jeu de cartes, t'étais vu de loin quoi. Mais je trouve pas que le truc des écrans et la pression sociale soit 100% déconnecté. Ah non, je dis pas du tout ça. Attends, du coup, je précise. Je dis pas qu'ils sont pas connectés. Je dis oui, ils peuvent être connectés, tout comme beaucoup de choses peuvent être liées à la pression sociale, mais ce que je disais, c'est que c'était pas naturellement, forcément connecté. C'est ça que je veux dire. Là, ça l'est, et je différencie les deux pour dire que l'un est bien traité dans le film, l'autre ne l'est pas, et qu'on a l'impression, du coup, que vu que les deux sont liés, les deux sont bien traités. Ils traitent un autre sujet pour essayer de faire quoi? Pour essayer de faire croire qu'ils en traitent deux, quoi. Il y a un moment, j'ai pensé à Ralph 2, c'est pas une qualité. C'est quand elle voit les messages haineux, parce que quand elle voit la photo qu'elle a perdu ses jouets, et qu'il y a les commentaires des gamines qui, évidemment, lui envoie des œufs de la figure. Je me suis dit, merde, comme Ralph. Comme Ralph dans Ralph 2.0, là, quand il voit les commentaires haineux à son sujet. C'est peut-être, du coup, le seul point positif, vraiment, même si ça vaut même pas Quand elle m'aimait ou l'histoire de Lotso. Bonnie arrive à être un peu touchante dans son dilemme de pression sociale, quoi. Ouais. Et la relation avec la gamine du ranch, là, j'aime bien l'idée. Après, moi, les gosses hyperactifs, moi, j'étais comme ça. Je jouais pas comme les autres gosses et du coup, on me voyait de haut et j'ai mis du temps à trouver un pote qui soit un peu comme moi, donc ça a fait son effet et c'est le seul truc que le film réussit sans que ce soit rattaché à un autre élément de la saga. Donc voilà, c'est le seul point véritablement positif que j'ai à dire. C'est sûr qu'à côté de l'histoire de Lotso, ça fait pas le figure. À côté ne serait-ce que l'histoire de Lotso, parce que l'incinérateur et la fin de Toy Story 3, j'en parle même pas. Ouais, mais pour moi, ce que tu évoques là, ça t'a touché simplement par la présence de ce thème dans le film et pas par la qualité de son développement et de ce qu'il a réussi à faire avec ce thème-là. Ça t'a touché juste parce que c'est là, on en
parle vite fait. On en parle pas vite fait quand même. J'aime bien. Par la simple après, existence dans le film du truc, quoi. Oui, mais ça revient plusieurs fois. Genre, elle pense d'abord emmener les jouets parce que c'est une présence rassurante pour elle. Après, elle voit que tout le monde a la tablette. Du coup, elle relaisse les jouets. Elle va même jusqu'à dire qu'elle aime pas ses jouets alors que c'est ce qu'elle aime. Du coup, elle se ment à elle-même pour essayer d'être acceptée. Ça revient plusieurs fois dans le film. Donc, pour le coup, mais c'est pas ça que je dis. Mais c'est pas ça que je dis. Mais c'est que du coup, t'as pas fondu en larmes à la fin parce que tu t'es tellement vu dans le truc, parce que c'était tellement pertinent, tellement bien développé que t'as fondu en larmes à la fin parce que ça te parlait. À moins que moi, j'étais pas avec toi dans la salle, mais du coup, j'imagine que c'est pas le cas. Tu l'aurais dit. Ah non, j'aurais bien aimé. Ça a pas été le cas. Ah bah oui, mais c'est pas le développement du coup qui t'a touché. C'est la présence dans le film de ce truc-là. C'est le développement. C'est juste que le développement, il est pas poussé jusqu'au paroxysme, quoi. Regarde, c'est la même chose que dans Vice Versa 2. C'est le même truc avec les gamines. 2, hein. Il y a le même plan, putain, avec Riley qui est face à ses copines qui sont sur un escalier et qui attendent, quoi. Putain, vous vous ressucez entre suites, les mecs. Vous êtes, mais tu vois, donc qu'est-ce que celui-là apporte de plus? Qu'est-ce que celui-là a de spécial concernant ce thème-là? Mais rien. Même dans Vice Versa 2, je considère que c'est maltraité. Mais bon, enfin, tu vois, il y a rien. Ouais. Sur Lillipad aussi, pour moi, il y a une bêtise, une connerie, un truc que j'aime pas. Et c'est déjà une connerie du 4 d'ailleurs. C'est que maintenant, c'est plus Toy Story, c'est Object Story. Parce que maintenant, tout et n'importe quoi peut prendre vie comme les jouets. Genre, il y avait déjà ce truc-là avec Fourchette, parce que tu te demandes comment ça peut prendre vie, ce truc-là, étant donné que c'est des déchets. Maintenant, les déchets prennent vie. Alors, dans ce cas, bon, on semble nous dire que c'est parce que Bonnie, elle le considère comme un jouet. Donc, ça prend vie comme un jouet parce que elle joue avec. Mais je rappelle que quand on est petit, on joue avec des coussins, on joue avec des vêtements, de la terre, du sable. Donc, ça voudrait dire que tout ça, ça prend vie parce qu'on joue avec. Vous voyez un peu la connerie du truc. Et là, c'est pareil avec Lillipad. Si une tablette prend vie juste parce que Bonnie, elle peut jouer à des jeux dessus, bah alors les smartphones, la télévision, le robot aspirateur, tous les objets électroniques devraient prendre vie. Et ça va du ventilateur à la bagnole des parents, par exemple, qui est blindée d'électronique. Cet univers n'a plus de sens. À rendre tout et n'importe quoi vivant, bah c'est plus Toy Story, c'est Everything Story, c'est the World Story. Si tu commences à rendre ce genre de truc vivant comme les jouets, en tout cas au même statut que les jouets, on n'est plus vraiment dans Toy Story. Tu vois ce que je veux dire? Dans le 5, on se retrouvera avec la maison monstre. Hein. Ouais, bah oui. Dans le 6, pardon. Bah oui, c'est l'idée, c'est que ça rend un peu tout et n'importe où. Ça fout en l'air un peu l'univers, l'idée du truc. Depuis le 4 d'ailleurs, c'est pas étonnant. Du coup, ça rejoignait bien ce que je dis, hein. C'est qu'une prolongation de la ligne rouge, quoi, ce film. Bah, on enchaîne du coup sur Pixar et décédé. Moi, je suis triste en fait, parce que, comme je l'ai dit, j'avais pas la même définition que toi vis-à-vis de l'identité du studio, hein, et je respecte ta vision, hein. Bien sûr, oui. En fait, moi, j'étais pas de la team de Pixar avec toujours son identité non plus, hein, parce que c'est pas parce que j'étais très enthousiaste sur Jumpers que je disais que non, mais Pixar c'est toujours aussi incroyable qu'avant, hein, etc. C'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. Moi, j'étais dans la phase, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de ratés, et je m'en suis jamais caché, que je déteste Les Indestructibles 2, je déteste Lightyear, j'aime pas Toy Story 4, du coup. Il y a quand même quelques films qui sont ratés pour moi, mais sans pour autant que je les déteste. C'est pour ça que je dis que chaque Pixar a toujours réussi à me marquer d'une manière ou d'une autre. J'étais quand même dans une phase, je vais pas nier qu'il y avait la phase d'âge d'or, et du coup, moi, j'étais dans une phase où je me disais, bon, on est peut-être un peu dans la phase expérimentale, Pixar se cherche, il cherche à se réinventer une identité avec des films comme Luca qui change complètement de style, à essayer un truc qui se rapproche plus de la stop motion. Jumpers, ça allait un peu là-dedans avec le côté un peu Genndy Tartakovsky. Encore une fois, c'est ça que j'aimais chez Pixar, c'est parce que moi, j'attribuais pas la réussite d'un film à c'est Pixar. J'attribuais la réussite d'un film comme n'importe quel studio, c'est comme ça que je fonctionne. J'attribuais la réussite du film à, il y a quelqu'un de talentueux derrière, que ce soit l'équipe de l'âge d'or du Pixar ou les nouveaux émergents, comme le réalisateur de Luca ou comme celui qui a fait j'ai oublié son nom, il a un nom asiatique. C'est celui qui a fait Jumpers. Voilà, Daniel Chong. Voilà, Daniel Chong, merci. Donc c'était pas forcément Pixar, c'était l'équipe derrière, c'était les gens, quoi. Voilà, et je jugeais toujours les films comme ça. C'était pas vraiment qu'est-ce que Pixar a me proposé, c'est qu'est-ce que le réal derrière a quelque chose à me dire, comme pour DreamWorks en fait. Tous les Pixar avaient réussi à me marquer d'une manière ou d'une autre jusque-là, que ce soit dans leurs intentions. Il y a même des artbooks de Pixar que j'aime pas, que j'ai quand même parce que ça me passionne toujours. Et du coup, j'étais dans la phase, ils sont dans une période expérimentale, ils se cherchent. Mais du coup, j'étais pas encore de la team Pixar est mort, parce que comme j'ai dit, ils arrivaient encore à me procurer certaines émotions. Et là, par contre, ce film, ça a été la désillusion totale, quoi, parce que c'est un film intersaison, c'est un film qui raconte rien, c'est un film prisonnier de l'héritage de Toy Story. Donc, comme t'as dit, je pensais pas qu'un Pixar pourrait me faire ressortir de la salle en me disant putain de merde, mais j'ai rien ressenti, quoi. J'ai même pas ressenti de l'énervement ou de la déception, j'ai rien ressenti, quoi. Là, pour moi, c'est la preuve inéluctable que le studio est en train d'être consumé, périmé par Disney, quoi, parce que là, la formule, elle est là pour moi, la formule ne respire même pas Pixar ou
ou l'équipe créative qu'il y a derrière, c'est du Disney, quoi. C'est le même traitement que, je vais pas dire qu'un Vaiana 2, parce que Vaiana 2, c'était pour la plateforme, mais dans la formule, c'est la même chose. Ça a la trouille de marquer le spectateur, ça a la trouille de faire une scène qu'on aurait envie de revoir, comme l'incinérateur de Toy Story, ou même récemment, le succès du robot sauvage, c'est parce qu'il y avait la scène où Jolie Beck s'envole avec Rose qui l'accompagne. C'est des scènes que les gens ont envie de revoir, ça, et c'est pour ça que DreamWorks a eu sa petite renommée là ces derniers temps avec le Chapeau T2 ou le robot sauvage. Et même Kung Fu Panda 4, il y a des scènes que je prends plaisir à revoir. Le combat final avec les métamorphoses, c'est de l'inédit dans la saga. Disney et Pixar, maintenant, ils ont la trouille de faire des trucs comme ça. Et du coup, Jumper m'avait redonné espoir parce que moi, je sais que Valentin n'a pas été réceptif, mais moi, la scène du requin qui vole, je dirais pas que ça m'a marqué à un haut niveau, mais c'est une scène qui m'a donné envie. Putain, j'irais bien revoir le film quand même parce que c'est de l'inédit, quoi. Mais la Disneyisation de Pixar est un de mes arguments pour dire que Pixar est mort. Ça, c'est un des arguments, c'est pas le seul. Mais rejoignant cet argument-là, et là où je voulais emmener le débat, c'est parce que, en sortant de la salle, tu m'envoies un message en disant, bon, ça y est, Pixar est mort. Ah bah là, je confirme, hein, il a un pied dans la tombe. Hein. Un pied dans la tombe ou Pixar est mort, décédé? Il est pas encore totalement mort, mais là, il a chuté dans la tombe. Donc, il faut qu'il sorte avant que Disney ait remis toute la terre dans la fosse. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que tu me dis, juste après un Pixar que t'as adoré, il suffit d'un seul pour te dire, ah, ça y est, Pixar est mort. Alors que c'est pas forcément lié, comme tu l'as dit, à un Pixar en particulier, ou parce qu'il y a un film qui est un peu plus décevant. T'as adoré plusieurs Pixar même, parce que je rappelle que sur cette chaîne, il y a une vidéo dédiée à tous les Pixar depuis Élémentaire, sans exception. Donc c'est le 5e Pixar qui est traité sur cette chaîne, et peut-être le 4e ou 3e avec toi. Enfin, il y en avait plein. Et à chaque fois, tu étais plutôt positif, voire très positif sur Jumpers, par exemple. Et suffit qu'il y ait Toy Story 5 qui arrive, et là, hop, Pixar est mort d'un coup, et tu revires à 360 degrés. C'est là où est mon incompréhension. Parce que j'étais dans cette démarche, justement, de constater qu'effectivement, il y avait des problèmes, mais qu'ils arrivaient à survivre à l'empêtrement que Disney imposait. Et ça, je t'ai toujours rejoint, que Disney empêtrait les productions Pixar, mais malgré tout, je trouvais qu'ils arrivaient toujours à survivre un peu. Et là, pour moi, avec ce film-là, Disney, il a envoyé la balle de trop. Il lui a envoyé plein de balles dans le corps, il arrivait à tenir debout, et là, c'est la balle de trop. Donc c'est foutu pour toi, c'est mort alors. Bah oui, c'est mort. En tout cas, pour ce qui est des suites, c'est mort. Hein. Vous voyez, Pixar est mort. Voilà. Ils ont envoyé la balle de trop, là, pour moi. Mais alors pourquoi, quand il y a eu Les Indestructibles 2, tu n'as pas dit la même chose? Parce que c'était une aussi grande désillusion, voire peut-être plus, que Toy Story 5. C'est là que je comprends pas, en fait. Peu importe le film, même quand j'étais déçu, Pixar a toujours réussi à faire des films dont j'ai envie de parler. Les Indestructibles 2, toi-même tu sais, on n'aime pas le film, mais on en a parlé pendant des heures, on a même vu le film ensemble, voilà. Pixar a toujours réussi, d'une manière ou d'une autre, à faire des films qui m'aient marqué, même si c'était négatif. Là, je n'ai rien ressenti devant Toy Story 5. J'ai ressenti un vide total, absolu, quoi. Aucune tentative, rien du tout, quoi. Enfin, c'est... Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai repris l'exemple de Lightyear. Je déteste ce qu'ils ont fait avec Zurg, mais je peux pas nier qu'il y avait une volonté de faire quelque chose. Et c'est ça ma nuance. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire là, mais je vois pas en quoi c'est applicable ici sur Toy Story 5. Quand je dis que Pixar est mort, moi c'est pas une phrase choc pour dire que j'aime pas les nouveaux films Pixar qui sont là. C'est pas au premier film de merde que je crie ah Pixar est foutu, c'est mort. C'est bien plus complexe que ça. Pixar a fait des suites et des suites de merde. Parce que oui, Pixar ne sait pas faire des suites. C'est pas Pixar qui savait faire des suites, c'est John Lasseter qui savait faire des suites et pas Pixar. Pour moi, Pixar ne sait pas faire des suites. Donc depuis son absence, il y a pas une suite qui tient la route et qui arrive à être cohérente avec son aîné, ça c'est mon avis. Et ne pas avoir de retcon, ne pas dénaturer les persos, tout ça n'arrive plus, ça. Il y a plus une suite qui arrive à éviter ces problèmes-là. Donc depuis le monde de Dory jusqu'à Vice Versa 2, j'ai progressivement fait ce constat amer que les suites chez Pixar c'est foutu. Donc les suites pour moi, hop, c'est foutu, terminé, mais sur un temps long, sur de monde de Dory jusqu'à Vice Versa 2. Maintenant, restaient les films originaux sur lesquels compter. Et c'est pour ça que je n'ai jamais dit Pixar est mort, parce que il y a deux aspects, il y a les suites et les films originaux. Donc maintenant viennent les films originaux qui peut-être pouvaient préserver l'âme du studio, parce que l'identité de Pixar, c'est en partie, c'est quoi? C'est des films originaux. Avant d'avoir un monde de Dory 2, un Indestructible 2, il y avait les films originaux, en fait, à la base. L'identité de Pixar, c'est en partie ça. Donc le problème pour les films originaux, c'est que depuis en avant, ça fait 6 ans, il n'y a pas un seul film qui a réussi à le faire, qui a réussi à être bon à mes yeux et à garder cette identité de Pixar, à l'exception unique de Lucas. Et quand, juste après sa sortie, donc de Lucas, t'as le boss de Pixar qui nous sort que les films personnels, comme Lucas ou Alerte Rouge, c'est fini, c'en est fini, en fait, de l'identité de Pixar. Quand il me dit qu'il n'y aura plus de Lucas, tout ça, c'est terminé. Si même Lucas, l'exception, ne se reproduira plus selon les dires du boss même de Pixar, voilà. Donc j'ai suivi Pixar en phase terminale sur Élémentaire et Helio, qui étaient pour moi les derniers espoirs d'une guérison miraculée, mais en vain, malheureusement. Et quand je vois la bande-annonce de Jumpers, 3e Pixar original d'affilée qui aurait pu incarner cet espoir, et que je constate la direction du film quand je l'ai vu et quand j'ai vu la bande-annonce, c'est là
que je dis la phrase Pixar est mort, pas parce que j'ai vu un film de merde et que je le dis sous le choc en mode je le sors chez Pixar que j'aime pas, c'est nul, c'est mort, c'est fini. Ça n'a rien à voir. Je ne l'ai dit qu'une fois et ça n'a rien à voir avec la qualité des films en eux-mêmes. C'est pas parce qu'il y a un enchaînement de mauvais films que je dis ça, pas du tout. C'est simplement l'aboutissement d'un processus lent, progressif, de perte d'identité du studio et d'assèchement des qualités narratives des films. Le studio suit la marche du monde d'ailleurs, il change comme le monde, mais il perd son identité au passage. Donc oui, le Pixar que j'aimais est mort. Le Pixar, l'identité que d'avant est morte. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire dans 3 films Pixar est ressuscité. Hein. Quand on est mort, on est mort. Donc à moins d'un miracle équivalent à la résurrection de Jésus-Christ ou je sais pas qui, bah non, Pixar c'est mort et enterré. Et d'ailleurs, vous noterez que symboliquement, l'intro des films Pixar a changé. Au début de Toy Story 5, c'est une nouvelle introduction de présentation du logo Pixar. Et symboliquement, ça arrive juste après le film qui signe la mort de Pixar à mes yeux. Comme si définitivement Pixar était devenu autre chose. Le vrai Pixar n'est plus. Pixar est mort avec Jumpers et Toy Story 5 l'acte officiellement avec ce nouveau logo. Il a changé le logo Il a changé le logo? Oui, c'est une nouvelle animation du logo Pixar. On l'a pris sur le côté et après la caméra revient sur le devant. J'ai pas eu ça moi. Ah si, je t'assure, le logo, l'animation du logo a changé. On n'est plus sur le Pixar en full écran devant avec la lampe qui arrive sur le côté. On est sur le côté du P et la caméra tourne et du coup le logo a été animé d'une nouvelle manière. Donc bon, moi c'est la lecture que j'en fais. Bien évidemment, ça veut rien dire de tout ça sûrement. Moi c'est la lecture que j'en fais et qui va dans le sens de ce que je pense depuis longtemps. Bon, si j'ai fait tout ce laïus, et désolé si c'était long, j'en suis navré, mais si j'ai fait tout ça, c'est parce que c'est pour dire que c'est un processus long de plusieurs années même, et c'est visible sur la chaîne. C'est pour ça que je rappelais les nombreuses vidéos. C'est visible en fait de ce processus-là. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal à comprendre en quoi, par exemple sur Toy Story 5, alors que t'as adoré Jumpers et t'as bien aimé Elio, etc. En quoi en un film, paf, ça y est, c'est terminé, c'est foutu, c'est mort. Tu passes de il y a de l'espoir, c'est un super film Jumpers, Pixar est foutu en un film. Mon raisonnement il se rapproche assez du tien. C'est juste que moi à ta différence, j'étais beaucoup plus enthousiaste sur d'autres films, mais c'est juste une nuance en fait, parce que comme je l'ai dit, j'ai jamais prétendu que Pixar avait toujours sa super, etc. J'ai dit ils étaient dans une phase expérimentale. Ils se cherchaient, du coup il y avait des hauts et des bas, mais force est de constater qu'il y avait quand même plus de bas que de hauts. Je dis juste que là l'élément déclencheur avec Toy Story 5, c'est que pour la première fois ils ont pondu un film qui ne m'a absolument rien procuré. Pour moi c'est la ligne rouge à pas franchir. C'est que tu fasses des hauts et des bas dans ta période expérimentale, qui est des films que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime pas du tout. Bon, déjà ça contribue un peu au fait que tu perds de ta superbe, mais j'ai encore de l'espoir. J'avais eu quelques espoirs, surtout avec Jumper, mais là quand je vois que non seulement tu fais un film de merde, mais que t'arrives même plus à me faire ressentir quoi que ce soit, bah là je retrouve définitivement plus le Pixar que j'aimais, quoi. Donc je reprends ma métaphore, c'était la balle de trop, quoi. Il avait quelques balles dans le corps, bah là ils ont envoyé la balle de trop. Là ce Pixar c'est pas Toy Story 5 lui-même, c'est comme toi, c'est l'aboutissement de plusieurs choses, même s'il y a eu Jumper au milieu, c'est comme Star Wars. Ok, il y a un espoir au milieu avec Star Wars 8, mais au global, le ratio, il est négatif. Je dis juste que là, Toy Story 5, le fait que là, véritablement, non seulement il est pourri, mais qu'il m'a rien fait ressentir du tout, bah c'était la balle finale. Bah moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a aucun film qui t'a rien fait ressentir du tout. Donc c'est le premier qui te fait faire ça. Du coup, tu actes tout de suite la mort définitive, alors qu'il y a d'autres projets qui vont probablement te raconter quelque chose qui va continuer cette phase expérimentale. En fait, c'est le premier film qui te raconte rien. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est pas possible qu'un Pixar me raconte rien, me procure rien. C'est pas possible. Bah je comprends, mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu actes la mort au premier qui te fait ça et pas, par exemple, peut-être que le prochain ne va pas rien te raconter et va être aussi qualitatif que Jumpers à tes yeux. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi acter la mort en un seul film. Bah après, c'est peut-être sous la violence du choc que je pense ça, mais comme toi, il y a eu tout ce cheminement et voilà. Et moi, je vois un cheminement, mais sur un film pour toi. Mais non, je viens de t'expliquer que c'est pas que sur un film, c'est que il y a eu la période. J'ai compris, mais c'est comme Jumper pour toi, c'est le point d'honneur, voilà. Non, parce que Jumpers, pour moi, il a pas fait quelque chose de différent par rapport aux autres. Jumpers, il est l'aboutissement du truc. Il est la fin de l'espoir après 6, 7, 8 déceptions. Toi, au premier film qui te raconte rien, c'est pas un aboutissement, ça. C'est l'aboutissement parce que il y a des films qui m'ont déplu comme celui-là, mais jusque là, même les films qui me déplaisaient, ils arrivaient à faire le minimum syndical. Là, dans celui-là, on a perdu le minimum syndical. C'est là que pour moi, ça signe mon divorce définitif. Au premier film qui fait pas le minimum syndical, tu signes la fin d'un studio entier. Moi, c'était le 8e, 9e, 10e film qui faisait pas le minimum syndical. C'est que moi, je comprends pas pourquoi en un film, paf, c'est terminé, fini, c'est mort à tout jamais. Après, moi, je peux entendre ce que tu dis, mais j'essaie de comprendre. Tu vois bien. Oui, je vois bien, mais tu l'as compris, mon point. Moi, il me faut qu'un film, hein, désolé. Hein. Non, mais tout à l'heure, tu me dis non, c'est pas un seul film. Après, moi, là, tu me dis oui, il me faut qu'un film. Je peux comprendre, mais du coup, ouais, c'est bien un revirement à 360 degrés après Jumpers. Je pense aussi que ça vient du fait justement que Jumpers m'avait beaucoup donné espoir. C'est comme Rex,
oh regarde là-bas, il y a de la lumière. Et en fait, bah non, c'est pas de la lumière. Woody, regarde là-bas, il y a de la lumière. On va bientôt sortir. Je crois pas que ce soit de la lumière. Non mais voilà, je voulais éclaircir ce point parce que on finit le podcast Jumpers il y a 3 mois. Pixar est pas mort, littéralement, c'est ce que tu dis. Pixar est loin d'être mort et pas mort. Et là, je reçois le message Pixar est mort. Donc c'est normal qu'il y ait une incompréhension que je voulais éclaircir ici. Non, mais t'as raison. Enfin, je pense justement que c'est parce que Jumper m'avait beaucoup donné espoir. Je me disais enfin, putain, après toutes ces galères, tu lèves enfin le pied. Et là, boum, tu me sers le pire de tous les pires que t'aies jamais pondu. Quoi, donc voilà, ça a été une grosse claque dans la gueule. Je croyais que Toy Story 5 était pas pire que le 4. Non, mais dans le sens où Toy Story 4 c'était la ligne rouge à pas franchir. Maintenant qu'il a été créé, maintenant qu'il a été fait, le 4, donc la ligne rouge c'était le 4 qui l'a franchi, c'est pas celui-là. Non, mais c'était la ligne rouge par rapport à la saga Toy Story. En fait, le 4 est pire dans ce qu'il a fait à la saga, mais le 5 est pire en termes d'objets cinématographiques. Bon, eh bien on va conclure cette vidéo. Donc n'allez pas voir Toy Story 5, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Non, remater la trilogie, c'est très bien. Puis arrêtez de faire des films Toy Story. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes et puis à nous suivre sur Letterboxd, Instagram. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis on se dit à plus tard pour un autre épisode du podcast Valentoons. Salut. Tchuss.